Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et je propose Hypnose et Conversations thérapeutiques, un podcast où j'explore différents angles de vue et de vie. Je crois profondément au pouvoir libérateur de la parole, de l'écriture, de la relation, du lien et des histoires qui nous sont racontées. Je propose cette série d'épisodes pour mettre en avant des gens ordinaires et pourtant au parcours complètement extraordinaire. C'est absolument sans filtre, authentique, comme si vous preniez un café à nos côtés. Bonne écoute. Bonjour à tous, comment vous dire que je suis tellement heureuse de vous proposer ce premier épisode avec Clémence. Clémence est une amie de longue date que j'admire par son histoire, son parcours, sa résilience. L'enregistrement était très émouvant, vous serez témoin autant de nos pleurs que de nos rires ensemble. En toute intimité, Clémence nous partage son enfance, son parcours professionnel avec beaucoup de reconversions et de rebondissements, sa rencontre amoureuse, le combat mené par son couple lors de l'annonce de la maladie de leur fils, son projet aussi d'accouchement à domicile pour sa fille et sa vocation aujourd'hui, son engagement d'aider les femmes à choisir la maternité qui leur correspond le mieux. Une seule façon pour vous de soutenir mon podcast et ses différents épisodes, ce serait de laisser une note ou un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous remercie 1000 fois pour votre soutien. Bonjour Clémence, tellement ravie de proposer cette édition de podcast en ouvrant le bal avec toi. Je t'ai connue lorsque j'étais étudiante, nous étions en alternance au sein d'un grand groupe français et t'es devenue ma collègue préférée très rapidement alors que c'était plutôt très très mal parti au début. Je te considère vraiment comme ma grande sœur, il y a des rencontres qui marquent une vie et tu en fais partie. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à Pascal qui était ma manager à l'époque où nous nous sommes rencontrés, qui a aussi été un vrai rayon de soleil dans ma vie, qui m'a donné beaucoup de confiance dans le milieu professionnel et elle m'avait laissé une phrase que j'ai encore en tête quand j'ai quitté l'entreprise. Il y a des personnes qui marquent nos vies, même si cela ne dure qu'un moment et nous ne sommes plus les mêmes. Le temps n'a d'importance, mais certains moments en ont pour toujours. Je trouve cette phrase magnifique et je suis très émue quand je parle. Je t'ai donc connue au début de ta relation amoureuse, à l'achat de ta première maison, je m'en souviens encore avec les travaux. J'ai suivi le combat aussi que tu as mené contre l'endométriose et je t'ai vu souffrir de nombreuses fois sur ta chaise de bureau. Il y a aussi eu la naissance de ton premier enfant, Isaac, l'annonce de la maladie de ton fils quelques mois après, qui a été terrible, puis sa guérison. J'ai pu aussi être à tes côtés pour la grossesse de Ava, ta fille, et te soutenir aussi pour ton projet d'accouchement à domicile. En plus, là c'est dur. Ouais. En plus d'être une maman très impliquée et très attentionnée, tu es doula, photographe et co-réalisatrice aussi d'un documentaire produit par Anne Suzanne. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a des mouchoirs à côté de nous et qui est une pépite ce documentaire et qui s'appelle Naissance respectée. L'idée, c'est qu'on revienne sur ton parcours, sur ces différentes étapes de vie, parce que je suis convaincue que ton histoire mérite d'être partagée au plus grand nombre. Pour mieux te connaître, est-ce qu'on peut revenir sur ton enfance ? À quoi ressemblait la petite Clémence ? Quel était son quotidien, son environnement, son milieu de vie, si ça peut se dire, et de quoi elle rêvait ? Alors bonjour Ariane. Oula, ça va être compliqué si on commence à pleurer avant même d'avoir débuté. Donc moi je m'appelle Clémence. Si je me souviens de la petite Clémence, alors j'ai pas énormément de souvenirs. Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. Ils avaient une relation très 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 conflictuelle. Donc je me souviens d'une période très difficile où je voulais pas aller chez mon père, mais mon père avait la garde un week-end sur 2. Et je me souviens des déchirements en fait en bas de l'immeuble. Au moment de partir avec mon père, je sais que quand je revenais, c'était très compliqué aussi. Je ratais beaucoup l'école le lundi. Donc voilà, les souvenirs que j'ai de mon enfance, ce sont un peu eux. Ma mère en situation précaire avec 3 enfants à élever seule. On vivait en HLM, j'avais pas beaucoup de copains, copines. Je me sentais assez seule. Mes sœurs on avait 7 et 8 ans de différence, donc on jouait pas forcément ensemble. Je me sentais un peu fille unique, ma mère qui avait jamais le temps, pas la patience.
de jouer avec moi. Donc une grande solitude. Mes souvenirs d'enfance se résument un petit peu à ça. Je pense avoir été heureuse à des moments. Je me souviens de super moments chez ma grand-mère avec tous mes cousins et cousines. Ça, c'est vraiment des bons souvenirs que j'ai d'enfance, en fait. J'aimais beaucoup aussi aller chez ma tata, donc, qui était très douce, très maternante. Et je me souviens encore me dire « Oh, j'aurais tellement aimé avoir une maman comme ça ». C'est un peu dur à dire, mais en tant qu'enfant, je manquais beaucoup d'amour. En fait, ma mère était assez dure. Je pense qu'elle s'était endurcie avec la vie qu'elle a eue aussi, avec cet ex-mari qui était assez violent. Alors, pas sur elle, mais assez violent et alcoolique. Ouais, je pense qu'elle s'était beaucoup endurcie. Et elle nous aimait très fort, mais elle savait pas faire, quoi. Elle savait pas faire. Non, elle savait pas faire. Puis elle avait eu beaucoup de violence par ses parents, par son père notamment, de violence physique. Et donc elle a reproduit la violence physique. Donc moi j'ai beaucoup de souvenirs aussi de violence physique de ma mère envers moi, quoi. Et est-ce que tu as eu des activités qui t'ont permis justement de te sortir de ce quotidien qui était assez lourd vis-à-vis de d'autres personnes de ton âge à l'époque ? Alors oui, ça a toujours été là. En fait, mon père nous emmenait quand on le voyait encore, parce qu'après on a coupé le lien. Mais quand j'étais petite, il nous emmenait faire des randonnées. On allait dans des gîtes avec des chevaux ou des ânes. Enfin, il y avait toujours ce lien au cheval. Lui, il montait à cheval. Et de toute petite, j'ai été piquée par le virus de l'équitation. J'ai fait du poney. Et c'était vraiment une soupape, en fait. C'était mon moment où j'étais bien, où je me sentais enfin comprise. J'ai tout de suite eu une connexion, en fait, avec le poney, puis le cheval. Et ça a été le fil rouge de toute ma vie, en fait. Depuis l'âge de 3 ans, je crois que je suis restée peut-être juste 2 ans sans monter à cheval. Et j'en ai 34, quoi. Donc ça a toujours été là, et c'est le seul moment où j'oubliais tous mes soucis. Quand j'étais au contact d'un cheval ou à cheval, c'est le seul moment où je pensais à rien et que j'étais juste heureuse, en fait. Et t'avais pas fait justement un parcours, une scolarité en lien avec le cheval ? Ce Oui, souvenir-là ? j'avais fait un BEP élevage équin à Saint-Afrique. C'est quoi un BEP ? En fait, c'est comme on peut faire un CAP, je crois que c'est CAP coiffure, enfin voilà, une spécialisation, quoi. Après le brevet, je savais pas trop quoi faire, j'étais pas hyper forte à l'école, j'étais beaucoup dans les nuages. Et Ouais. je me souviens que On a du mal à t'imaginer dans les nuages. Ah ouais, complètement, j'étais très dans les nuages et j'avais pas de bons résultats. Et je me souviens qu'il y avait une prof qui avait dit à ma mère, là ça va être compliqué, quoi. Dans une filière classique, c'est vrai que ça va être assez compliqué. Apparemment, je regardais beaucoup par la fenêtre et j'étais pas très présente. Et puis moi, j'aimais le cheval, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire du cheval. Okay. Et on a cherché, puis il y avait un internat et ça m'arrangeait bien parce que vu que j'étais vraiment pas bien, ma situation familiale était hyper compliquée, quoi. Je vivais avec ma mère, il y avait beaucoup de conflits. Donc je me suis dit, l'internat, c'est l'occasion aussi de couper, de couper, voilà. Et donc j'ai fait 2 ans en internat, c'était mes meilleures années. En fait, avec le recul, je me dis mais c'était tellement bien. Je me suis fait des super copines qui sont devenues mes meilleures amies. Et, d'ailleurs, il y en a une que j'ai vue hier, enfin les deux que j'ai vues hier. J'ai gardé ce lien pendant de nombreuses années. Et puis c'était chouette, cette liberté de rencontrer d'autres gens qui ont eu des vies différentes. C'était très enrichissant. On a fait beaucoup de bêtises aussi en internat. Et puis après, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que pour vivre dans le domaine du cheval, fallait soit avoir un héritage de parents agriculteurs ou qui avaient une ferme ou une écurie, soit avoir beaucoup d'argent. Et moi, c'était ni l'un ni l'autre. Voilà, malheureusement. Donc mon rêve s'est arrêté là. Je me suis dit, bon, allez, je rentre. Et puis après, ça a été un peu... tout et n'importe quoi après ça, quoi. Ma mère, qu'est-ce que t'as fait après ? Ma mère voulait absolument que j'ai un bac, que j'ai mon bac, donc elle m'a inscrit dans un lycée privé pour faire un truc. C'était quoi ? J'en sais même plus. C'était une seconde, ST2S, je crois que c'était ça. Enfin, ça m'intéressait pas du tout. Donc, au bout de 6 mois. La prof principale m'a dit, en fait, qu'est-ce que vous faites là, quoi ? Je sais pas. Je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi je suis là. Ma mère a voulu que je sois là, ça ne m'intéresse pas, je révisais aucun cours. Enfin, j'ai pas mis beaucoup de volonté, faut dire ce qui est. Donc, j'ai arrêté en cours d'année. J'ai revendu tous mes livres. J'ai tout stoppé. J'ai commencé à travailler sans avoir le bac. Et puis, forcément, j'ai fait des petits boulots de vendeuse. Je me suis rendu compte assez rapidement que j'allais pas aller loin sans mon bac. Et j'ai repris un bac pro commerce en alternance.
dans une entreprise qui vendait des jeans, tout ça, enfin, de l'habillement. Et après le bac pro, j'ai à nouveau arrêté parce que franchement, c'était pas pour moi les études, j'aimais vraiment pas ça. Moi, j'avais envie de travailler, de gagner de l'argent parce que aussi, j'avais envie de pouvoir me faire plaisir. On n'avait pas beaucoup d'argent, donc c'était un moyen de m'émanciper aussi. Et puis j'ai fini, peut-être je brûle les étapes, par reprendre mes études après avoir rencontré mon chéri. Ouais. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, il faut dire que donc certes, tu n'aimais pas beaucoup l'école, ou en tout cas les cours, mais tu es quand même quelqu'un qui sait faire beaucoup, beaucoup de choses. Je sais qu'on t'a un surnom aussi, c'est Martine, tellement tu sais absolument tout faire, ce qui est assez impressionnant. Et tu as aussi, je crois, des années dans le milieu de la restauration et des boîtes de nuit. Oui, aussi. C'est vrai que j'ai oublié cette étape. C'est petit clin d'œil à mes collègues qui se reconnaîtront, qui, en fait, à mon arrivée dans cette grosse boîte où on travaillait toutes les deux, sur les étagères, il y avait écrit Martine et j'avais pas compris parce que je me suis dit, mais enfin, c'est pas cool ce qu'elles ont fait. Bon, j'avoue que c'était pas très cool. Mais au lieu de mettre mon prénom, elles avaient écrit Martine. Et après, elles m'ont expliqué, elles m'ont dit, oui, parce qu'on a vu ton CV, on s'est dit, non, mais la fille, c'est Martine. En fait, elle a tout fait de sa vie. Je suis arrivée à 24 ans, j'avais eu 10 vies, quoi. Donc, c'était assez drôle. Mais oui, j'ai eu une période aussi où avant de reprendre mes études, après le bac pro, là, c'est un peu le hasard de la vie. J'avais besoin d'argent, j'ai bossé dans un petit restaurant. J'avais rencontré, en y allant en fait, j'avais rencontré le patron, il m'a dit ça t'intéresse, je te prends comme serveuse, donc j'avais jamais fait ça de ma vie, j'ai commencé à être serveuse, et de là il y avait un patron de boîte de nuit qui venait manger, souvent, et qui m'a un peu démarché, qui m'a dit moi est-ce que ça t'intéresse de venir bosser pour moi et tout, donc au début j'avais fait les deux, puis très vite je me suis rendu compte que je pouvais pas, je dormais pas en fait, je travaillais, je faisais des services du midi, puis après je travaillais la nuit en boîte de nuit, et c'était hyper compliqué, la fatigue s'est accumulée, je gérais plus, et donc j'ai dû faire un choix. Et là, c'est le financier qui a parlé, puisqu'en boîte de nuit, je m'éclatais, je buvais un peu d'alcool, je dansais, il y avait tous mes potes qui venaient me voir et je gagnais beaucoup mieux ma vie. Donc j'ai choisi l'option boîte de nuit et j'ai fait ça pendant, je dirais, 2 ans, ouais, en tant que barmaid. Et après, j'ai changé de boîte de nuit, changé de patron. J'étais très bien payée. La journée, j'avais bronzé sur une plage privée. Je dépensais un petit peu tout l'argent que je gagnais, mais en tout cas, c'était un peu la belle vie, quoi, parce qu'à 22 ans, là, j'avais 22 ans. Je profitais, je gagnais quand même pas mal d'argent. Donc ouais, c'était chouette. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre tes études, justement ? En fait, le plan, c'était de partir. J'avais un ami qui bossait, qui avait un bar-resto à Saint-Martin, sur l'île, et qui m'avait dit, moi, viens, je te mets chef de bar et tout. Donc le projet, c'était ça. Mais ça faisait 10 ans que j'avais des douleurs de pied assez intenses qui m'empêchaient d'être debout. En fait, le matin, je tombais du lit des fois, et puis il fallait que j'échauffe mes articulations pour pouvoir marcher. Et donc, je me faisais violence jusqu'à en pleurer pour réussir à échauffer mes articulations, ma cheville, et pour pouvoir marcher. Et j'ai vu des spécialistes, ma mère m'avait amené voir des dizaines de spécialistes, et on n'avait jamais trouvé, enfin il y en a qui disaient que c'était de l'arthrose, il y en a qui disaient que c'était dans ma tête, il y en a qui disaient que c'était des entorses, on avait un peu eu droit à tout, et personne n'a jamais trouvé. Et puis j'avais laissé tomber, et c'est mon ex-copain de l'époque, en me voyant pleurer tous les jours, qui m'a dit, mais en fait tu peux pas rester comme ça, à ton âge, tu peux pas vivre avec une douleur aussi intense. C'était vraiment très compliqué. Mais moi, je m'étais résignée. Ouais, personne trouve. Voilà, je vis avec. Et puis quand je me suis séparée avec ce copain, je me suis dit, quand même, il a raison. Je vais aller voir. On m'avait parlé d'un institut du pied, donc je me suis dit, l'institut du pied. J'ai mal au pied. Je vais aller voir si par miracle on peut trouver ce que j'ai. Et là, je rencontre un chirurgien. Génial, je me souviendrai toute ma vie de cette rencontre, et qui tout de suite, au vu des clichés, me dit, mais en fait, vous avez ça. Et moi, je lui dis, mais c'est fou, en fait, ça fait 10 ans qu'on cherche. Il me dit, qu'un généraliste n'ait pas vu, je comprends, mais en fait, il y en a d'autres qui sont passés à côté, parce que c'est assez flagrant, quoi. Et là, il me propose de m'opérer. Alors, il me dit tout de suite qu'on retrouvera pas du tout la mobilité, parce que ça fait trop d'années que je l'ai, et ça va être compliqué. Donc, en fait... on m'a fait une opération qui s'appelle une double arthrodèse de l'arrière-pied, où on est venu m'insérer des plaques, des vis pour vraiment fixer toute l'articulation qui me faisait mal. Et en fait, il y avait beaucoup d'arthrose. Donc, à 22 ans, j'avais déjà énormément d'arthrose au niveau des pieds, des chevilles. Et voilà, donc il m'a proposé cette opération. Et c'est ce qui fait en fait que déjà, je suis pas partie. Je suis pas partie à l'étranger. D'accord. Enfin, je suis pas partie à Saint-Martin. Et là, il m'avait dit, il y en a pour 1 an, en fait. On fait un pied après l'autre. Il y a 2 mois de plâtre. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'avais 2 mois de plâtre avec un fauteuil roulant. Et après, j'avais la rééducation pendant un peu plus de 6 mois. Et après, on passait à l'autre pied. Une fois que j'arrivais à retrouver l'appui sur l'appui d'un pied, je passais à l'autre pied.
Et donc la première opération s'est passée, ça s'est très bien passé, mais ça a été extrêmement douloureux. Honnêtement, je n'ai jamais connu une douleur. Même mes douleurs du quotidien n'avaient rien à voir, c'était horrible, vraiment horrible. Un réveil compliqué parce que j'ai mal supporté l'anesthésie. Très très compliqué. Puis moi je vis chez moi avec mon plâtre et tout, et je pars en rééducation. Alors pour la petite histoire, c'est assez drôle parce que le chirurgien, quand il m'explique que je vais aller en rééducation, tout le monde m'avait dit, mes copines m'avaient dit demande à aller à fond froide, il y a plein de beaux sportifs. Moi j'étais célibataire, je cherchais pas forcément, je m'amusais quoi, je cherchais pas forcément l'amour, mais alors j'avais dit au chirurgien, oui moi je vais aller à fond froide. Il m'a dit, ah bah non, mais moi je travaille pas avec fond froide. Oh mince. Il m'a dit, je travaille à la clinique Ster. Ouais, bon, ça fait moins rêver quoi. Bon bah ok. Et donc je vais en rééducation à la clinique Ster. Et quand j'arrive à la clinique Ster, ma collègue de chambre me dit, tu vas voir le médecin, il est canon. Donc je dis, ah ouais, trop bien. Et puis je vois le médecin. Bon, s'il m'entend, ça va pas lui plaire, mais loin d'être canon quoi. Le médecin que je vois là ce jour-là. Ok. Avec beaucoup d'embonpoint, enfin pas du tout mon style quoi, petit, enfin vraiment aucun charme quoi. Je me dis, mais elle a des drôles de goût cette fille quand même. Ouais. Et en fait elle me dit, mais c'est pas lui. Je dis, ah d'accord, je comprends mieux parce que là vraiment c'est pas ma définition d'un beau gosse quoi. Et le lendemain effectivement le médecin du sport revient, le fameux médecin, et là je reste genre, elle me dit mais ferme la bouche, tu vois, je suis restée vraiment ah ouais. Il est vraiment canon en fait. Et il m'a serré la main, il s'occupait pas de moi, il serrait la main, j'étais là, j'arrivais plus à parler, tu vois, je bégayais. Et je me dis, waouh, le coup de foudre. En fait, ça m'était jamais arrivé. Vraiment, le coup de foudre, je suis restée bête, quoi. Je me suis dit, mais waouh, je sais pas, c'est lui. Ça me donne très envie d'avoir mal aux pieds. Alors, ce n'est pas automatique. Mais bon, après, je me suis dit, je comprends pourquoi j'ai eu mal pendant 10 ans, ça m'a tu vois. C'est incroyable. Donc ce coup de foudre. Ah, coup de foudre. Et en plus, t'es pas du tout en état, t'es en état physique pitoyable. Ah oui, non, mais déjà, j'avais plus de 15 kilos par rapport à mon poids de base, en fait. Donc j'étais très mal dans ma peau, habillée en jogging, pas maquillée, enfin vraiment pas du tout apprêtée. Enfin, je me suis dit, mais je vais jamais lui plaire. Là, pour moi, je ressemblais à rien parce que je me suis connue très mignonne, très féminine, tout ça. Là, il y avait un lâcher-prise, ça allait pas du tout, quoi. Et en fait, j'en ai parlé, j'étais avec un footballeur professionnel, là, qui s'est en rééduc, et puis je lui dis, j'ai eu un coup de... Mais tu vois, c'était mon confident, quoi, on s'en sortait super bien, je dis, j'ai eu un coup de foudre, il me dit, ah ouais, et tout. Et en fait, lui, il avait tout capté, quoi. Je lui ai dit, tu gardes pour toi, et tout. Il m'a dit, ah non, mais moi, t'inquiète, je gère. Et en fait, on a parlé à kiné, il a dit, ouais, parle-en médecin, et puis lui, il me faisait rire, quoi. Et donc un jour, j'étais à côté de lui, et mon chéri, à l'époque c'était son médecin, il passe et puis lui il lui dit, il y a une fille qui a eu un coup de foudre pour toi. Et moi j'étais rouge, je ne savais pas où me mettre. J'ai dit non mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ouais. Et en fait ça a marché parce que... Comment ça s'est fait en fait? Ça s'est fait qu'ils ont fait en sorte après avec la kiné qu'au resto on se retrouve assis en face à face, parce qu'on faisait tous des restos. À chaque fois qu'il y en avait un qui partait de la clinique, on faisait des restos tous ensemble, tu vois, donc genre presque une fois par semaine on faisait des restos tous ensemble. Et ils nous ont placés juste en face, et puis on a discuté, et puis après en fait c'est moi qui lui ai mis le grappin dessus, parce que au moment où je partais de la clinique... Le grappin dessus. Vous entendez cette expression, le grappin dessus. Il n'avait pas le choix. Non, il n'avait pas le choix. Au moment où je partais de la clinique, j'allais y revenir parce que j'avais une autre opération qui m'attendait, mais je partais, je me suis dit, faut pas que je laisse partir, quoi. C'était avant Noël. Ouais. Et donc, je l'attendais dehors, et au moment où il est parti, tu sais, le soir, je lui ai dit, je pars. Et puis en fait, voilà, je lui ai dit, est-ce qu'on peut échanger nos numéros? Et c'est drôle parce que j'ai déjà eu cette sensation aussi de un jour rencontrer quelqu'un et de me dire, je peux pas le laisser partir. Bon, avec le recul, j'aurais dû le laisser partir. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Ouais, là vraiment je me suis dit mais en fait je fais comment, enfin c'est pas possible. Et j'avais eu des petites infos parce que la kiné m'avait dit il vient de se séparer il y a 3 mois, ça faisait 5 ans qu'il était avec. Enfin tu sais ils se connaissent bien, ils avaient plein d'infos, donc en gros c'était le moment quoi, ils venaient de se séparer. Parce que je me suis dit c'est fou quoi, il est beau, il est intelligent, qu'est-ce qui... Et non en fait il venait se séparer, il était pas libre depuis longtemps. Et voilà, on s'est changé nos numéros, on s'est envoyé un petit texto, tout ça. Lui, il partait en voyage avec un de ses meilleurs potes. Et on s'est dit, on se voit après les fêtes, quoi. C'était Noël. Et on s'est revus le 9 janvier. Nous nous sommes mis ensemble le 9 janvier. Et on est ensemble depuis le 9 janvier 2014. Waouh. Ouais. Donc ça fait combien de temps, là? Je vais à 10 ans. 10 ans? Ouais. Ça fait 10 ans, là, en janvier, ouais. Incroyable. 10 ans et 2 enfants. Et il y a eu les montagnes russes, mais toujours aussi heureux, quoi. Même plus, en fait. Même plus que... Moi, j'ai su rapidement que ça allait être... J'aime pas trop l'homme de ma vie, mais en fait, je l'ai senti, quoi. J'avais eu plein de relations avant. Aucune sérieuse, d'ailleurs. Enfin, peut-être une qui a duré 1 an. C'était 1 an et demi, c'était mon maximum.
Et là, tout de suite, je l'ai aimé tout de suite. Pourtant, j'étais pas du tout du genre à tomber amoureuse facilement, quoi. Et là, je sais pas, j'ai dit, ce sera le père de mes enfants. Je sais pas l'expliquer. Et qu'est-ce qui t'a justement attiré chez lui par rapport à tes anciennes relations? Qu'est-ce qui a fait que t'as senti que c'était cette personne, en tout cas? Même si effectivement, ça veut pas dire que c'est tout rose, mais qu'est-ce qui t'a fait du bien, en tout cas, toi, dans cette relation-là? Bah, déjà que ça soit pas... Moi, j'étais hyper méfiante, comme on dit, chat échaudé, crâne au chaud, quoi. Les gars qui me draguaient, en fait. À partir du moment où déjà il y avait un mec qui venait me draguer, j'en voulais pas. Parce que... c'est bon, je les avais mis je les avais mis dans un répertoire, je savais comment ça allait se passer après, ils faisaient ça avec moi, mais avec toutes les autres aussi. Enfin, j'avais vraiment ce truc-là. Moi, j'ai toujours eu, parce que ma mère m'a raconté, en fait, mon père, les infidélités de mon père, et elle en a, je pense, quand même souffert, et puis à chaque fois, elle le pardonnait, lui, il pleurait en s'excusant, genre en déplacement, en fait, il était infidèle à chaque fois il s'excusait, puis ça recommençait à chaque fois. Et je pense que j'ai quand même été marquée par ces récits-là, et je me suis toujours dit, moi, la fidélité, c'est le truc le plus important pour moi, alors qu'il y en a d'autres, et même on est 3 filles, et je sais qu'il y a une de mes sœurs qui a dit moi s'il me trompe mais que je suis heureuse et que il me traite comme ça, non, comme qu'il me respecte, qu'il me chouchoute, machin, ben c'est ok, je le sais pas, et puis je suis heureuse, et voilà. J'ai dit oh non, mais moi c'est impossible, c'est le critère numéro 1, c'est pour moi ça fait partie de l'honnêteté, de l'éducation, du respect, enfin tout, c'est la fidélité, c'est pas que la fidélité, quoi, c'est pas que l'acte. Et donc, déjà, tous les mecs qui me draguaient, pour moi, c'était des dragueurs et c'était pas fiable et c'était pas possible. Donc là, le fait déjà que ce soit pas un dragueur, je l'ai vu tout de suite. Enfin, après coup, il m'avait dit qu'il m'avait repéré parce que quand on lui a dit Clémence, il a dit, on lui a dit celle qui a les yeux bleus, il a dit, la brune aux yeux bleus. Donc il m'avait quand même repéré, mais pas du tout dragueur. D'ailleurs, il savait pas trop y faire. Et donc moi, mon critère, c'était un peu ça. Je me suis dit, ah ouais, ça se voit qu'il est sérieux et puis fiable, quoi. Et puis ça se voyait qu'il était droit, des valeurs. Je sais pas, ça m'a plu tout de suite, ouais. Et c'est lui qui t'a dit aussi, il me semble, que c'était important de reprendre ses études. Et donc, tu as repris aussi ses études, tes études à ses côtés, finalement. Ouais, je pense que c'est même pas, pour le coup, non, c'est même pas lui qui me l'a dit. Mais en fait, ça m'a inspiré ça. Parce que je me suis dit, le gars est inspirant. Il vient d'une famille assez modeste, père ouvrier, une maman au foyer. Et il a fait des études de médecine. Donc... pendant 10 ans, parce qu'il a fait une spécialité médecine du sport, et puis il est parti de rien. Ses parents l'ont beaucoup soutenu, mais un bosseur, quoi, vraiment acharné, en fait. Et ça m'a inspirée. Je me suis dit, waouh, en fait, c'était pas du tout cuit, et il s'est donné les moyens. Je me suis dit, mais moi aussi, je suis capable j'aime pas ça, mais en fait, je suis capable de reprendre mes études. Donc, à 24 ans, j'ai repris mes études en alternance, parce que bon, c'était un bon compromis, comme ça, je gagnais de l'argent, et j'ai fait un BTS dans cette grosse boîte, BTS en alternance, et après une licence. Donc j'ai quand même repris après, j'avais arrêté depuis 2009 et j'ai repris en 2014. Donc 5 ans où j'ai pas fait d'études et j'ai travaillé, et j'ai repris 5 ans après. Et ça, honnêtement, c'était pas simple. Je suis très fière de l'avoir fait parce que se remettre dans ce truc d'études quand on a arrêté depuis 5 ans, c'est quand même difficile. Et là, en plus, t'as excellé, je pense, dans tes études aussi. Enfin, t'as eu un parcours aussi. Je fais qui compte. Je sais pas, j'ai pas trop. Non, mais je me souviens dans ta licence. Enfin, en tout cas, nous, on s'est connus au niveau licence. Parce qu'on a une petite différence d'âge toutes les deux, mais je sais que t'étais très impliquée. En tout cas, le management, ça te parlait, t'avais un certain leadership. Oui, mais c'est sûr que même en termes de résultats, dans l'équipe où j'étais, là, j'étais la seule on nous avait dit que normalement on avait des résultats au bout de 6 mois, le temps on était en alternance, c'était normal, et moi je pense que le premier mois j'avais les mêmes chiffres que ceux de l'équipe en fait, qui étaient en CDI, donc j'ai été un très bon élément tout de suite, et d'ailleurs mon manager voulait me garder en CDI, moi j'ai refusé. Oui, je pense que en fait j'ai toujours eu, c'est ce que tu disais tout à l'heure sans me vanter, hein, mais ça je pense que c'était mon père il était un peu touche à tout et il arrivait un peu à tout faire. Il était très feignant, mais il arrivait à faire beaucoup de choses, et j'ai toujours eu ce truc de quand je m'intéresse à quelque chose, je le fais, quoi. Je regarde des tutos sur internet, je lis des livres, je bricole, je sais faire plein de trucs. Souvent mes copines elles me disent mais tu fais ça, tout le bricolage et tout. Je dis bah oui, en fait tout s'apprend, quoi, la mécanique, tout s'apprend. Quand on a la volonté, l'envie, ben tout est possible. Après bon, je suis plutôt à l'aise de mes mains aussi. Et d'ailleurs, tu viens de parler de ton père, et moi, quand je t'ai rencontrée, tu m'as donné beaucoup de conseils, et tu m'as aussi beaucoup partagé de ta vie à l'époque, et tu m'inspirais beaucoup sur certaines décisions que tu avais prises. Et il me semble que tu as coupé les ponts en fait avec ton père. Justement, comment tu as fait pour grandir sans ce repère-là?
Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui et qu'est-ce que t'en conclus? C'est rigolo, j'écoutais beaucoup la musique de Sniper, là, Sans repère. Elle me faisait pleurer quand j'écoutais quand j'étais jeune. Ça a été tout un cheminement parce que mon père... mes sœurs ont arrêté, donc elles ont 7 et 8 ans de plus, elles ont arrêté d'y aller quand moi j'y étais encore. Et en fait, il avait la garde, donc je devais toujours y aller. Et ça a été quand même assez un déchirement pour moi parce que j'avais mes sœurs, quoi. Donc c'était horrible d'être chez lui, mais j'avais mes sœurs. Et là, je me suis retrouvée toute seule. Ça a été quand même assez violent. Et pendant longtemps, je l'ai défendu. Mes sœurs avaient la réalité des choses, voyaient la réalité des choses, et moi je l'ai défendu parce que je pense que je m'accrochais à cette image. En fait, j'avais une maman un peu défaillante. Et je me disais, je m'accrochais à cette image du papa, quoi. Et qui était c'était pas du tout sain, mais vraiment, quoi. Il a fait des trucs, avec le recul, je me dis, mais c'est hyper grave, en fait, tout ce qu'il a fait, et c'était pas sain du tout. Mais je pense que j'avais besoin de me raccrocher à, j'ai un papa, quoi. J'ai idéalisé un peu. Et au fur et à mesure, j'ai quand même ouvert les yeux. Et il y a un jour où j'ai décidé d'arrêter parce que ça me faisait trop de mal et je me suis dit ça m'apporte rien du tout, c'était très vicieux, c'était pas bon pour moi en fait. Et donc j'ai ouvert les yeux et je suis quand même retournée quand on bossait ensemble, je sais pas si tu te souviens, j'étais retournée une fois parce que j'en avais parlé avec Samy, mon chéri, et je m'étais dit, il faut quand même que j'aille vraiment clôturer le truc, tu vois. Et je l'avais contacté, j'étais allée le voir chez lui. Et en fait, il avait été pathétique, quoi. Il était bouffi d'alcool, les yeux jaunes. Et il était là, il pleurait. Enfin, il me montrait l'arbre généalogique avec ses chiens, parce qu'il avait fait un arbre généalogique où il nous avait remplacés, il avait mis ses chiens. Et en fait, non, mais j'étais là, vraiment, je me disais, mais où je suis? Enfin, qui est ce cinglé, quoi. J'avais trouvé ça vraiment pathétique. Mais après, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Qui a eu plein de blessures d'enfance, des parents complètement défaillants, mais alors complètement défaillants. Et donc, j'ai un peu plus de pitié pour lui. Avec le travail personnel que j'ai fait et tous les thérapeutes que j'ai vus, maintenant, je me dis c'est plus un peu de la pitié, quoi. De me dire, en fait, pauvre mec, quoi. Il a pas pu faire mieux. Voilà. Et là, vraiment, je pense que ça m'a permis de clore le truc, de dire, alors, en fait, c'est pas bon pour moi, vraiment. Vraiment, il faut que je coupe les ponts, je vais dire au revoir. Et ça a été fini, tu vois. Et de ce jour-là, avant, je vivais un peu aussi avec la peur de le croiser. Il y avait un truc, je sais pas, j'étais pas hyper... C'était latent, quoi. Ouais, c'était latent. Et je souhaitais un peu sa mort en me disant, au moins, s'il meurt, je fais le vrai deuil, tu vois. Là, c'était bizarre. Je fais le deuil d'un père qui est vivant, qui habite dans la même ville, que je peux croiser, que j'ai déjà croisé d'ailleurs. Et je baissais la tête, je me disais, je suis pas à l'aise, quoi. Et là, vraiment, je me suis dit, en fait, je peux le croiser, ça me fait plus rien, quoi. Il est un peu mort en moi, quoi. Tu vois, Et justement, donc moi j'étais connue aussi à l'époque où il y avait ce projet bébé avec Samy. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de fonder une famille? Est-ce que t'as pas eu peur vis-à-vis de ton enfance de reproduire certaines choses? Qu'est-ce qui t'a vraiment envie, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au-delà de ce que t'as pu vivre en fait? Alors c'est rigolo parce que ça n'a pas du tout toujours été un souhait, parce que je me souviens même quand j'ai été opérée, là, il fallait faire pipi dans un bassin et je voulais pas faire pipi dans un bassin, c'était hyper dégradant pour moi. Et ma mère, elle m'a dit oui, mais quand t'auras des enfants, t'auras pas le choix. Bon, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais bon. Sûrement avec cette histoire, elle à l'époque c'était comme ça, quoi, avec la péri, elle pouvait pas se lever. Et j'avais dit mais je veux jamais d'enfants. Enfin, c'était vraiment un truc, j'avais pas du tout un désir de maternité. D'ailleurs, avant de rencontrer Samy, je voulais pas de famille, pas être en couple, pas d'enfants. J'avais un rejet, je pense. Ouais. Et là, c'est venu petit à petit, un peu comme un déclic. On était bien, on venait d'acheter notre première maison. Je sais pas, c'est venu comme ça, en fait, dans les tripes, quoi. Ce et désir pas de peur. Si, la peur de reproduire, non, parce qu'en fait, j'avais fait beaucoup de thérapie avec une psychologue et plusieurs thérapeutes. J'avais fait de la kinésiologie, franchement, j'avais fait beaucoup, beaucoup de choses pour évacuer un peu tout ça, me débarrasser de mes démons, oui, et de ce qu'on peut traîner les cailloux qu'on peut traîner dans son sac à dos, quoi. Donc, je me sentais quand même assez en phase avec ça et je me disais, j'ai conscience de tout ça, donc je vais pas reproduire. Et non, j'avais pas forcément de peur, non. Ok. Et quand vous décidez d'avoir un enfant, il me semble que tu rencontres des difficultés pour tomber enceinte. Oui, ça met du temps. Au début, je me dis, bon, c'est normal. Puis je commence à faire des tests d'ovulation. Puis je me rends compte que mes cycles durent des fois 45 jours. Je me dis, quand même, c'est bizarre, quoi. Parce que un coup, il fait 32 jours, un coup 45, un coup 20 jours. Donc à chaque fois que j'avais
que ça dépassait les 30 jours, je me disais, peut-être que je suis enceinte. Puis je faisais des tests, c'était négatif. Alors en plus, je me souviens, il y a même des fois où je faisais le test et 5 minutes après, j'avais des règles qui arrivaient. Donc je me disais, le psychologique, enfin, tu vois. Ouais, c'était vraiment dur. Et on vivait dans un mini-studio dans la maison qu'on rénovait de 20 mètres carrés. C'était pas facile. C'était pas facile. Ça a duré combien de temps? 1 an? Plus d'1 an, ouais. 1 an et demi. Et après, j'ai commencé à faire plein d'examens, je pense au bout d'1 an. Et on m'a découvert une endométriose. Et j'avais en fait les trompes totalement bouchées par des adhérences. Et donc, le gynécologue m'a dit, vous auriez pu essayer pendant 10 ans. C'était bouché, quoi. Okay. Donc, il y a eu une célioscopie, une opération. On est venu enlever toutes les adhérences au niveau des trompes. Pas toutes, mais en tout cas celles au niveau des trompes. Et il m'avait dit, là... faut y aller à fond dans les 3 premiers mois, quoi, parce que plus le temps passe, plus il y a de chances que les adhérences reviennent. Okay. Et voilà, on a essayé vraiment, on a tout fait pour que ça fonctionne. On est parti en vacances en plus, donc c'était super, on était détendus en Andalousie, c'était génial. Bon, ça n'a pas marché ce mois-là. Le mois d'après, j'ai eu beaucoup de douleurs. Et en fait, je crois qu'on a eu un rapport sur tout le mois et je suis tombée enceinte le mois d'après, quoi. Et tu le découvres comment que t'es enceinte? J'attendais, forcément, j'attendais. Je fais Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai des sensations dans mon corps et je me dis, je suis sûre que je suis enceinte. Tu vois, j'avais pas forcément peut-être les seins un peu douloureux, mais je savais, quoi. Je savais. Et je fais des tests tous négatifs. Je me dis, c'est pas possible, je le sais. Je suis enceinte, je le sais. Et donc je fais un test négatif. L'après-midi, je vais faire ma prise de sang. En plus, je demande à Samy de me faire une ordonnance et en me disant au cas où, j'essaie de noyer le poisson, tu sais. Et puis et en fait, j'étais enceinte de plus de 7 semaines, je crois. Et le test était négatif le matin même. Donc, mais je le savais, moi je le savais. Et là, j'ai attendu toute la journée parce qu'il y avait son papa qui travaillait avec nous sur la maison et je voulais que ça soit un moment qu'à nous deux, quoi. Et je me suis enfermée dans la chambre, j'ai pleuré quand j'ai lu le résultat du labo. C'était irréel, je me disais mais depuis le temps qu'on attend ça, c'est assez fou, quoi, ouais. Et c'est vrai que ça commençait à être long et je commençais à avoir du mal à voir des femmes enceintes dans la rue, C'est toujours ce que je me suis dit, ça doit être terrible pour des personnes qui ont ce projet et pour qui ça ne fonctionne pas, de voir autour d'eux des personnes pour qui en fait je sais pas, observer des grossesses autour de soi, même des enfants, la présence d'enfants, ça doit être terrible. Comment tu l'as vécu, toi? C'est hyper douloureux. En fait, j'étais très heureuse pour les autres et en même temps ça me renvoyait toujours mais pourquoi moi j'y arrive pas, c'est quoi le problème, pourquoi j'ai pas cette chance là aussi, en fait. Donc moi j'ai jamais été vraiment dans un truc de jalousie, j'étais vraiment sincèrement heureuse. Je m'en souviens que j'avais une amie de la boîte où on bossait ensemble qui était venue et elle me l'avait annoncé de manière hyper sobre parce que je pense qu'elle avait très peur de me dire qu'elle était enceinte. Oui. Et je lui avais dit mais pourquoi tu me l'annonces comme ça? Je lui ai dit mais non, mais moi je suis heureuse pour toi. Et elle m'a dit mais j'avais tellement peur que ça te fasse du mal. Je dis oui, forcément que ça me ramène à mon incapacité à devenir mère, mais c'est pas ta faute. Toi tu t'es heureuse et j'ai envie d'être heureuse pour toi et avec toi. Mais je sais qu'il y a des amis à nous par exemple qui ont coupé complètement le contact avec toutes les femmes enceintes ou femmes qui avaient des enfants autour d'elles parce que trop violent, quoi. Trop difficile à vivre. Donc bon, ça a été long, vraiment. Je me disais j'espère qu'un jour ça m'arrivera, et encore 1 an et demi c'est rien, hein. Franchement, on a des parcours autour de nous, c'est bien plus, mais quand tu le vis c'est long. Et comment tu l'annonces à Samy? Comment? Je crois que c'était assez rigolo. J'avais vidé un œuf et je voulais quand même faire une espèce de mise en scène. Je me suis dit mais c'est plus sympa que de lui sortir le truc du labo. Et j'avais mis un petit papier, tu vas devenir papa, et j'avais mis au moment du repas, tu sais, sur le coquetier. Il a rien compris. Non, franchement, il a vraiment rien compris. Il était là avec son œuf, il voyait à ma tête, il me dit, mais t'es bizarre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a pas compris du tout. Je dis, casse ton œuf, mange ton œuf. Il est là, il a lu le papier, et je sais pas, il a pas réagi, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? T'es censé être trop content d'être ému, non? Et en fait, je pense que, et après, il m'a dit, il y avait cette protection aussi de se dire, en fait, c'est le début, on a eu du mal, peut-être que ça va pas fonctionner, que ça va pas tenir, il y a le risque de fausse couche. Bon, lui, il a aussi le côté très médecin, donc forcément, très prudent. Et non, on n'a pas ouh. Mais il était content. Il m'a dit je suis heureux, mais c'est abstrait, quoi. C'est un premier enfant, donc en plus c'est complètement abstrait pour la plupart des hommes, c'est jusqu'à la naissance, quoi. Ouais. Mais oui, on était très heureux. Et l'accouchement, la naissance, l'arrivée? L'accouchement, moi j'avais déjà à l'époque, vu que je travaillais pas parce que j'avais arrêté de travailler par rapport à l'opération, parce que j'avais un arrêt de travail. Il m'avait dit si vous travaillez, je vous arrête plus de 2 mois, un peu plus de 2 mois.
Et donc je me suis dit, je vais pas retrouver un travail, mon contrat venait de se finir, pour après me mettre en arrêt maladie, c'était pas logique. Et donc là je travaillais pas, j'avais eu tout le temps de lire plein de livres, de m'intéresser à ce sujet de fond en comble, et en fait je me suis prise de passion pour ce sujet. Moi qui voulais absolument pas allaiter, etc., ben, j'ai complètement changé d'avis. J'ai lu des livres sur l'allaitement, je me suis dit, waouh, mais quelle merveille de la nature. Et tout me fascinait, et du coup j'ai fait le projet d'un accouchement physio, et je m'étais inscrite dans une maternité à côté de chez moi, qui avait une salle physio. Bon, à l'époque, je savais pas trop que c'était bien sur la plaquette, mais pas vraiment l'accompagnement. Et j'avais ce projet-là, c'est passé en comité, j'ai été acceptée. Bon, ça, c'est quand même un peu aberrant aussi, mais bon, voilà. Et sauf que le jour J, ben, j'avais fissuré la poche des os, je gérais hyper bien à la maison. Et à partir du moment où je suis arrivée, ils m'ont un peu menti, dans le sens où ils m'ont dit oui, on n'a pas le choix que de vous percer la poche des os, alors qu'elle était juste fissurée. Mais donc ça a accéléré, ça a changé complètement mes contractions en fait. C'est un mode de déclenchement finalement. Et j'ai eu des contractions complètement anarchiques, très douloureuses, qui ouvraient pas le col. Et je suis restée des heures comme ça, avec des douleurs horribles dans le dos. Et sans pouvoir bouger, j'ai pas pu gérer en fait. Et j'ai pas été accompagnée. La sage-femme, elle était débordée. Elle devait passer une fois toutes les 3-4 heures. Et j'ai fini par demander une péri, mais en pleurant, parce que c'était tellement pas mon projet. Et j'étais tellement déçue du manque d'accompagnement que j'avais eu, du manque de moyens, parce qu'il m'avait mis dans une chambre. Alors, j'avais demandé à la salle physio, mais il me disait non, mais si vous n'êtes pas ouverte à temps, vous n'avez pas droit à la salle physio. Donc je vais faire mon travail dans une mini-chambre. Enfin, ça a été un peu décevant. Ouais, très décevant, ouais. Très décevant. Sur le papier, ça s'est très bien passé, parce qu'à partir du moment où j'ai ma péri, une heure après, j'étais diète à 10. On m'a mis sur le dos, je chantais rien par contre, dose de cheval, donc je chantais même plus, à partir de sous ma poitrine, je chantais rien. J'avais l'impression de pas réussir à pousser, enfin c'était un peu n'importe quoi, c'était pas du tout l'endroit où je voulais être, pas dans ces conditions, j'avais trouvé ça un peu froid. Bon, le gynéco était assez bienveillant et assez respectueux, donc je m'en suis bien sortie sur le papier, premier bébé, j'ai même pas eu un seul point, je crois un petit point. Et puis tout en 3 poussées, il était dehors. Et quand Isaac justement est présent, qu'est-ce que tu ressens ? Bah tout de suite, ouais, comme on décrit, alors ça arrive pas à toutes les femmes, donc c'est pour ça qu'il faut pas qu'elles culpabilisent, hein, mais moi je l'ai vraiment eu, ouais, le truc de l'amour fou tout de suite. Il me regardait avec ses grands yeux ouverts là, le regard qui se plonge dans le tien, tu sais, c'est assez intense quoi. Il y a beaucoup de bébés qui font ça. Et tout de suite, une tétée. C'est ouais, assez magique, quoi. Et est-ce que pour toi, c'était naturel ou il a fallu que tu apprennes petit à petit ? Hyper naturel, ouais, hyper naturel. J'ai choisi d'allaiter, ça s'est fait super facilement. Bon, j'ai eu mon télé douloureuse, mais rien d'insurmontable. Enfin, je vivais tout très bien, quoi. En plus, il était un peu shooté par la péri. Il a beaucoup dormi les premiers jours. Je me suis dit, waouh, en plus, il dort. Quand je suis rentrée à la maison, c'était un autre sujet. On a commencé notre marathon des nuits blanches qui a duré 2 ans et demi. Mais oui, non, au début, c'était à la mater, c'était très bien. Le retour à la maison, ça a été un peu compliqué. Et en plus, après, ça faisait à peine 10 jours qu'on était à la maison. Même pas, ça faisait une semaine qu'on était à la maison. Il a fait un malaise sur régurgitation. Il est resté 7 minutes, je dirais inconscient, enfin il réagissait plus quoi. On lui soulevait les paupières, il n'y avait plus rien, tout mou comme une poupée de chiffon. Et là, panique à bord, les pompiers qui sont venus. Mon premier événement traumatisant, on nous a emmenés au CHU. Il y a eu plein d'examens qui ont été réalisés. Et en fait, bon, ils ont conclu que c'était un malaise sur régurgitation. C'est assez fréquent, ils en voient. Hein. D'accord. Mais heureusement que j'étais à côté de lui, il était en cododo dans la chambre et j'étais à côté de lui quand ça s'est passé, il dormait et moi je me couchais en fait. Donc j'ai entendu comme ça et il est devenu tout mou. Donc heureusement que j'étais là parce que j'ai dit aux pompiers, mais s'il avait été seul dans sa chambre, enfin, ils m'ont dit, on peut pas vous dire, mais ça aurait pu être dramatique. Ouais. Et donc là, on est resté, je crois, 2 jours hospitalisés ou 3 jours et donc on a eu 2 hospitalisations le premier mois. Ok. Un peu difficile, mais on s'est dit après ça, c'est bon, maintenant, quand on est rentré à la maison, on s'est dit maintenant, on va pouvoir profiter, et, ça va être bien, quoi. Le plus dur est derrière nous. Et vous n'allez pas profiter longtemps ? Non, c'est le moment où je vais pleurer. Moi aussi. Non, on n'a pas profité longtemps, puisque juste avant ces 6 mois, non, juste après ces 6 mois, enfin quand il a eu 6 mois en gros, il a eu de la fièvre. Alors, il n'était pas gardé en collectivité, puisque je le gardais à la maison, c'est moi qui m'en occupais.
Et j'avais pris juste une nounou de temps en temps pour pouvoir un peu souffler, parce que c'était quand même compliqué du matin au soir. Et se lever à 5h du matin. J'étais toute seule toute la journée, donc je trouvais ça un petit peu difficile. Donc j'avais pris une petite nounou, c'était tout récent, qui m'aidait 1 ou 2 jours dans la semaine. Et puis il s'est mis à avoir de la fièvre, beaucoup de fièvre, plusieurs jours. Il montait très haut, 41, 41,2, 41,5. Donc on a fait un premier aller-retour aux urgences. Ils ont fait prise de sang, rien, on rentre chez nous, ça c'était le vendredi. Le samedi, on retourne aux urgences parce qu'en fait son état se dégrade, il dormait, il était somnolent, on voyait bien que ça allait pas. Et avec le Doliprane, en fait, il redescendait, 1 heure après, il était aussi haut. On donnait en plus de l'Advil et ça baissait, ça remontait tout de suite aussi haut. Et on s'est dit, quand même, il y a un truc, quoi. Et le dimanche, là, pour le coup, il y a un seul œil qui s'ouvre, vraiment abattu. Mais abattu, tout mou, on le posait, il réagissait pas. Donc là, on retourne aux urgences. Moi, j'étais dans un truc de on y va pour rien, en fait. On y va pour rien, on fait que nous. Ça faisait 2 fois qu'on y allait, qu'on nous renvoyait chez nous. Moi, j'avais ce truc-là de dire on va les déranger pour rien, en fait. Parce que. Qu'est-ce que tu peux faire ? Je sais pas. Moi, j'étais ce truc de ça sert à rien, en fait. On y va, ça sert à rien. Et bon, mon conjoint, qui est médecin, forcément, il voyait bien que c'était. Lui, dans sa tête, il avait déjà le scénario. Pour lui, c'était grave. Après, il s'imagine un truc moins grave que ce qu'on a vécu. Mais lui, il avait pensé à la mononucléose, à d'autres maladies qui sont pas forcément mortelles, mais voilà. Et là, on retourne aux urgences et on a la chance de tomber sur le chef de l'unité pédiatrique et qui dit les résultats là sont pas inquiétants, mais son état par contre il m'inquiète, quoi. Il le voit, il le regarde, il nous dit son état m'inquiète, on va le garder, on vous hospitalise. On nous fait passer toute une batterie d'examens toute la nuit. Ça, c'était le dimanche. Dans la nuit, on est installé en chambre, on dort un peu. Samir rentre à la maison, moi je reste, il va me chercher des affaires pour le lendemain, parce que j'avais rien prévu, quoi. Enfin, j'avais fait une petite valise, mais il va chercher d'autres affaires. Et puis le lundi, les médecins viennent nous voir, il y a une dizaine de médecins qui rentrent dans la chambre, on se dit, de médecins, d'internes, il y a un monde fou, on se dit, on commence à comprendre qu'il y a un truc grave, et ils nous disent qu'en fait, ils cherchent telle maladie, tel truc, tel virus, on se dit, ok, et puis en fait on commence à espérer que ça soit tel virus, parce qu'ils nous disent que si c'est pas ce virus, il va falloir chercher autre chose. Et le lundi déjà ils font une ponction dans le tibia. Ils nous disent en fait ils suspectaient une leucémie. Donc en fait ils te l'expliquent pas comme ça, mais en ayant un conjoint médecin, il me dit en fait ils font ça parce qu'ils suspectent cette maladie. Lui il sait très bien derrière ce qu'ils ont derrière la tête. Eux ils te le disent pas pour pas t'inquiéter, mais lui il avait compris, donc il me dit il suspecte ça, et lui il s'était mis en tête vraiment qu'il avait telle maladie qui était, je sais plus ce que c'était, je sais pas si c'était la mononucléose, et il dit c'est bon, c'est ok, quoi, on va être pris en charge et ça va bien se passer. Et puis le lundi, il nous pose des questions, comment vous le trouvez? Alors moi j'essayais de me rassurer, tu vois, de me dire j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va un peu mieux. Il était très douloureux quand je le prenais dans les bras, il gémissait, donc il avait 6 mois, il était hyper douloureux. Et puis là son état en fait se dégrade de plus en plus. Le mardi matin, il nous convoque dans une salle de réunion. Et là, en fait, le chef de service, je pense qu'il s'est adressé un peu plus au médecin qu'au papa. Il a été hyper direct. Et il nous explique qu'il suspecte tel syndrome, donc c'est syndrome d'activation macrophagique, et il nous explique un peu ce que c'est, mon conjoint comprend, et tout de suite il nous parle de grève, de décès, hyper violent. Enfin moi là d'un coup je me dissocie, là je sais exactement ce que c'est la dissociation, parce que je suis là et j'entends ouh, tu vois, et je regarde le mur. C'est horrible. Ah ouais. Ah mais vraiment, on est autour de la table et tu vois, et j'entends un bourdonnement, quoi. Il y a plus rien. En fait, j'ai entendu grève, décès, je suis plus là. Je suis plus là, et puis j'ai l'impression d'être au-dessus de mon corps, tu vois. Hop, et puis on se lève, et puis on retourne en chambre. Et là, j'arrive en chambre, et quand on arrive en chambre, en fait, je me dis, je peux pas m'effondrer. Et mon conjoint, qui n'est pas du genre à montrer ses émotions, tu vois, s'effondre. Mais s'effondre, pleure comme un bébé de 2 ans, quoi. Et là, je me dis, tu ne peux pas t'effondrer. En fait, on peut pas s'effondrer tous les deux. Il y avait notre enfant dans le lit, là, branché de partout. Moi, il faut que je sois forte. Il faut qu'on soit forts tous les deux. Mais là, c'est mon moment. En fait, je dois être son pilier, parce que là, il s'effondre, il faut que je sois là. Et on reste comme ça pendant des heures à se prendre dans les bras, à se dire mais c'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Ils se sont trompés. On va nous dire que c'est tel virus, on va avoir les résultats sanguins, c'est pas possible. Parce qu'ils cherchent plein de virus pour expliquer, parce que ce syndrome d'activation macrophagique, il peut être dû à de la génétique, ça peut être lié à une maladie génétique, ou dans la plupart des cas à un virus. C'est déjà rare. Je crois ils nous disaient moins de 10 cas par an
ils appellent ça le SAM, lié à un virus. Donc déjà, c'est un cas hyper rare. Parce que eux, ils prennent tous ceux de la région. Donc c'est un cas hyper rare. Et on se dit, c'est déjà rare, en fait, on va voir ça. Ils vont trouver le virus, et puis on va nous dire que c'est lié à ce virus, et puis ça va bien se passer. Et sauf que là, direct, le mardi, ils nous transfèrent en réanimation, ils le mettent sous oxygène, son état, en fait, se dégrade, mais énormément. Il est, là, on comprend qu'il est entre la vie et la mort. Et on peut plus le toucher. Je me retrouve à être assise sur une chaise, à regarder mon bébé en réanimation, hyper violent. Puis je vois, en fait... dans le regard des soignants, je vois la pitié, quoi. Tu vois, pourtant, ils voient des trucs horribles au quotidien, mais je me souviens d'une soignante, une brune, elle est dans l'entrebâillement de la porte et elle a les larmes aux yeux, quoi. Et je me dis, putain, mais on est vraiment en train de vivre ça, quoi. Je suis pas dans un cauchemar. Et c'est horrible, horrible, parce que je me dis, mais il peut pas mourir, en fait. Enfin, j'avais de l'endométriose, on a mis tellement de temps à l'avoir, il y a des gens qui tuent leur bébé dans des machines à laver, et moi... Injustice, quoi. Ouais, en fait, je vis super mal, j'ai beaucoup de colère, et je me dis, c'est injuste, en fait, on peut pas me faire ça, qu'on peut pas m'enlever mon bébé. Et ouais, horrible, on est resté longtemps en réanimation. Je sais même plus, parce que là, le temps... Et ouais, t'es plus dans un espace-temps. Ouais. Je suis un peu plus là, quoi. Les gens m'écrivent, je réponds plus, Et pourtant, tu vas puiser une force incroyable pour justement surmonter cet événement et ce passage-là. Parce que je me dis, en fait, il a besoin de moi, je peux pas l'abandonner, mon bébé, sinon il va mourir, donc moi, il faut que je sois forte, et voilà, et puis ça va le faire. Et là, je me mets un peu en mode... en psychologie, ça s'explique très bien, hein, mais en mode survie, quoi. Ouais. Tu vois, et je me déconnecte de mes émotions. Mais vraiment, c'est... Bon, je pleure toujours, parce que c'est toujours horrible, mais je suis là comme un robot, quoi. Je fais mes trucs. En plus, j'ai dû arrêter d'allaiter, parce que je risquais de lui transmettre le CMV, qui n'a aucun impact quand on est en bonne santé, sur un enfant en bonne santé, mais moi, il a un déficit immunitaire. Donc, si je lui transmets, clairement, il a des risques encore plus forts de mourir, ou d'avoir le CMV qui monte dans le cerveau. Enfin, il n'a pas assez de défense immunitaire. Et donc là, on me dit, allez, on arrête d'allaiter. Donc, je me retrouve là avec les seins pleins. Donc, je supplie l'infirmière de faire une dernière tétée d'adieu, tu vois, de me dire, l'allaitement, c'est fini, mon bébé va peut-être mourir. Enfin, horrible. Donc, je pleure pendant toute la tétée. Et je suis là, je vais tirer mon lait pour essayer de faire un sevrage en douceur, parce que tu peux pas arrêter, ça s'arrête pas comme ça, là, dans l'heure. Donc, je suis avec les mamans de préma qui sont en néonat, on discute un peu, je me dis, mais elle, c'est horrible aussi ce qu'elle fait, enfin, tu vois. Et puis, tu te retrouves qu'avec des gens, je sympathise avec la mamie d'un petit bébé qui a été secoué, bébé secoué qui est en réanimation. Et en fait, je me coupe du monde extérieur et je me dis, il n'y a que les gens qui vivent là qui peuvent me comprendre. Parce que, en fait, tu es vraiment déconnecté t'as plus la même vie, quoi. Et puis les gens, ils croient bien faire, mais ils viennent te voir. En fait, tu vois la pitié dans leur regard. C'est pas leur faute, ils savent pas comment faire, mais tu le vois. Et moi, ça m'a plombée. J'ai dit, non, mais là, j'ai l'impression d'être derrière une vitre. Tu sais, ils sont là derrière la vitre, ils te regardent avec la pitié. Là, j'ai dit, non, mais je préfère qu'ils viennent pas me voir. Là, vraiment, en fait, ça m'aide pas. Non, ça m'aide pas, parce que ça me rappelle que ma vie est horrible, que ce que je vis est horrible, en fait. Donc après, j'ai plus voulu de visite. Mais c'est très délicat aussi pour l'entourage, parce que dur. Tous tes mots, t'as l'impression qu'ils sont tous... que ça va pas aller. Que ça va pas aller. Tu peux être que maladroite. En plus, tu ne peux pas comprendre. Et moi, donc après, vous avez été à Necker pendant pas mal. Alors après, on a été en secteur protégé. Donc là, on était derrière une vitre. On pouvait nous voir que derrière une vitre. Le temps d'organiser le transfert, puisque eux, au CHU de Montpellier, ils géraient pas, puisque c'était tellement rare et tellement spécifique, ils nous ont dit, vous partez à Necker. Et à Necker, en service immuno-hémato, où là, il fallait faire des tests génétiques pour essayer de comprendre. En fait, il fallait qu'ils comprennent. Et tout de suite, sans avoir les résultats génétiques, on arrive à Necker, donc au mois d'août, je crois, ou fin août. Et tout de suite, ils ont programmé une greffe de moelle osseuse, puisque on a identifié qu'il y avait un déficit immunitaire au niveau des globules blancs, et le seul moyen de sauver notre fils, c'était de faire une greffe de moelle osseuse. Et tu avais d'ailleurs fait, via ton compte Instagram, un appel aussi. Oui, alors ça, c'était mes copines. Je faisais de la piscine quand j'étais enceinte, et j'avais un groupe de copines, du coup, qui avaient toutes des bébés du même âge, et elles ont été complètement bouleversées par ce qui nous arrivait, et elles m'ont dit, est-ce qu'on peut faire ça? Parce que j'avais pas très bien compris comment ça marchait, le don de moelle osseuse, et nous, on s'est dit, faut trouver un donneur. On nous a dit tout de suite, il y a une chance sur 1 million. J'ai dit, une chance sur 1 million, mais comment on fait? J'en ai parlé à mes copines. Ouais. Et elles ont dit, oui, on va faire un appel aux dons. On n'avait pas compris
que en fait c'était anonyme, que le temps de s'inscrire, il fallait des mois et des mois, enfin... Mais bon, on s'est dit en même temps, voilà, ça va sensibiliser, c'est ce qu'elles se sont dit, ça va sensibiliser les gens au don de moelle osseuse, donc j'ai accepté. Il y a eu un article dans le Midi Libre avec la photo d'Isaac, avec tous ses branchements sur son lit d'hôpital. Et là, ils avaient commencé un traitement à Montpellier, donc ils commençaient à reprendre un peu du poil de la bête, quoi. Il était plus mourant. C'était une première chimio en fait, qui lui a fait du bien, donc il a recommencé à sourire. Enfin, nous on s'est dit waouh, trop bien, et tellement que quand on est arrivé à Paris, il était vraiment en forme et on s'est dit oh, c'est sûr ils se sont trompés quoi. Là il est en forme, en fait ça va quoi. C'était on s'accrochait à ça en fait, on voulait vraiment pas aller à la greffe parce que la greffe, ils nous ont tout de suite expliqué les risques. Il y a 20% des enfants qui décèdent. La greffe, c'est énormément de risques. Une chance sur un million de trouver un donneur. Après, il y a une énorme chimio qui fragilise beaucoup. Ça dure, on nous avait dit 4 à 6 mois d'hospitalisation si tout va bien, s'il n'y a pas de complications. Les complications sont fréquentes. Enfin, c'était le tableau, quand on présente le tableau de la greffe de moelle osseuse, c'est horrible. Hein, on préfère ne pas y aller, quoi. Et donc, voilà, on a atterri à Necker en chambre stérile et on nous a dit, on cherche tout de suite des donneurs. On a lancé la recherche. Et en fait, ils cherchent critères 10-10, donc en fait, c'est de la génétique. Hein. C'est un peu le jumeau génétique, quoi. Plus si c'est... nous, par exemple, on aurait été... Donc, il y avait des risques qu'il n'y ait pas de donneur ? Oui. Il y en a beaucoup qui étaient en attente de donneur depuis 10 ans. Hein. Alors, et là, le temps est très compté. Ah oui, c'est-à-dire il y a des maladies, des déficits immunitaires où on peut maintenir en vie l'enfant, parce que là, c'était des enfants, avec un traitement jusqu'à une greffe, même si ça dure 10 ans. Mais la maladie de notre fils, la forme de cette forme-là, c'était quelques semaines, quelques mois. En fait, plus on attendait, plus il avait de risques de mourir. Donc on nous a dit, on cherche une donneuse. Si on trouve pas de donneuse, ce sera le papa. Voilà. Et sauf que là, compatibilité 50%, puisque on a 50% de la mère, 50% du père. Alors qu'une donneuse, on pouvait trouver du 10-10, donc vraiment jumeau génétique. Et là, on a eu une chance incroyable, parce que mon chéri est d'origine algérienne et moi, je suis française. Et en ayant un enfant d'origine européenne, il y a énormément de donneurs. En fait, il manque l'agence de biomédecine fait un appel aux dons de personnes étrangères en fait, parce que tout ce qui est origine maghrébine, indienne, ils ont très peu. Et donc toutes ces personnes-là, nous on était avec beaucoup d'enfants maghrébins qui n'avaient pas de donneurs. C'est horrible parce qu'il y en a très peu qui donnent. Donc en fait leurs chances sont vraiment ouais. Et donc nous, le fait qu'il y ait cette mixité et qu'il ait des gènes européens, ça lui a donné plus de chance. Il y avait plus de choix au niveau des donneurs. On en avait trouvé au début 30. Et après, ils font passer d'autres tests. Ils recontactent les donneurs parce qu'entre-temps, ils ont pu s'inscrire quand ils avaient 20 ans. Puis finalement, ils ont une maladie, ils peuvent plus donner. Voilà, il y a plein de choses. Et il nous restait une donneuse. Donc on a eu une chance incroyable d'avoir une donneuse. Mais ça devait être un tel stress. Ah oui, c'était... horrible, et puis chaque jour qui passe, en plus tu es dans une ambiance où tu as une salle commune, tu as une salle de bain commune, un toilette ou 2 toilettes communs, et puis tu te croises tous les jours, et puis il y a un décès. Moi quand je suis arrivée, il y a eu un décès la première semaine, la deuxième semaine, donc tu vois les parents qui viennent de perdre leur enfant, qui récupèrent toutes leurs affaires, ils nettoient la chambre, enfin c'est atroce. Franchement, c'est atroce. Tu te dis, en fait, est-ce que ça va être mon tour ? C'est juste horrible, quoi. Et je pense aussi aux professionnels de santé, aux infirmiers, aux aides-soignants qui sont dans ces services-là. C'est horrible pour eux. D'ailleurs, la plupart des infirmières, quand elles ont des enfants, elles arrêtent. Parce que je pense que tu peux pas, quoi. C'est trop violent. Ah ouais, c'est trop violent. Ils essaient de garder de la distance et en même temps, parfois, ils peuvent pas, quoi. Et là, à Necker, les infirmières sont géniales. Elles ont énormément de compétences. Heureusement qu'elles sont là. Après, il y en a qui sont justement plus empathiques que d'autres. Je pense qu'il y en a, elles se sont fait une coupées que du coup, elles en deviennent presque maltraitantes. Parce qu'on a eu des trucs franchement compliqués. Avec moi, ce que j'appelle de la maltraitance, hein, clairement. Et d'autres qui sont tellement géniales et où tu te dis, mais sans elles, comment je ferais ? Parce que tellement empathique, tellement douce, tellement bienveillante. J'ai gardé contact sur mon Instagram avec certaines, quoi. Et je m'en souviendrai toute ma vie, de leur visage, de leur prénom. Elles ont été d'un super soutien, quoi. Elles étaient là pour parler, pour épauler. Parce qu'on devient aussi parents aidants, en fait. Parce qu'on tient l'enfant pendant qu'on lui fait des prélèvements de sang, qu'on lui fait des soins. C'est beaucoup, beaucoup de soins. Il y a beaucoup de seringues avec des traitements. On lui a fait des ponctions lombaires. Je crois qu'il y en avait 2 ou 3. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Il y a, après, du coup, quand on commence la chimio, il perd ses cheveux, il a la mucite. Donc la mucite, c'est toute la muqueuse, en fait,
qui saigne, quoi, qui est complètement irrité. Donc là, il saigne de partout. Il faisait que cracher du sang. J'avais du sang partout sur moi. Enfin, c'est horrible. Tu te dis... Alors pour eux, c'est normal parce que c'est le processus de la chimio. Donc eux, ça les inquiète pas. Par contre, moi, tous les jours, je me disais, je le renifle et je le regarde parce que demain, il sera mort, quoi. Il n'y a pas un jour où je faisais pas ça. Et puis tu dors dans la même chambre, mais derrière le rideau, sur un lit de camp. Mais un lit de camp, tu sais, le truc que tu déplies, t'as pas de matelas. Donc t'as la fatigue, parce que t'es réveillé toute la nuit par le passage des infirmières. Le manque de confort, bah, c'est normal, t'es dans un hôpital. Mais en fait, sur la durée, tu vois, on est quand même resté 5 mois. Donc moi, je pense que je faisais 40 kilos, parce que tu manges plus, tu dors pas. J'étais un fantôme, quoi. Vraiment. Et puis plus rien, je pense, te fait plaisir. Rien. Vie, ordinaire. Ah non, rien, c'est rien n'a de sens. La survie. On arrivait quand même à rigoler avec les autres mamans, on arrivait quand même à trouver des sujets où on rigolait, mais sinon c'est vrai que j'écoutais des podcasts pour essayer de m'évader un peu des fois, et puis t'es en soin total avec ton enfant tout le temps, jour, nuit, tu ne fais que ça, voilà. Et puis un enfant il est resté de 6 à 11 mois, qui essaie de se développer comme un autre enfant, mais dans un lit d'1 mètre, voilà, un barreau, avec des branchements partout. Et donc, il faut l'occuper. Donc, des livres, des balles, des machins, des jouets. Et je chante des chansons et je mets de la musique. Et mes journées, je passais toutes mes journées à faire ça avec les soins, les changements de couches, les pansements, le bain. Il y avait un petit passage des clowns. Il y avait les blouses roses qui venaient. Des fois, ça me permettait d'aller faire pipi ou prendre ma douche. Parce qu'il y a ça aussi. Moi, mon chéri, il a fallu qu'il continue à travailler. Donc, il faisait des allers-retours... Montpellier-Paris, et quand il était là, je pouvais aller manger, me doucher, mais quand il n'était pas là, je pouvais pas laisser mon bébé tout seul. Enfin, c'était horrible, quoi. C'est un peu irréel, quoi. Quand j'y repense, on a eu beaucoup de chance parce qu'après il a eu sa greffe, donc avec la donneuse. Là, la greffe de moisseuse, c'est une transfusion en fait, hein. On s'imagine une opération, pas du tout. Ça a été une opération pour elle parce que c'était un bébé. Souvent, c'est juste aussi une longue prise de sang en fait, comme quand on donne des plaquettes, dans 75% des cas d'ailleurs. Donc qui a fonctionné. Là, ça a fonctionné, mais on a eu les effets secondaires assez classiques, mais on a eu beaucoup de chance parce qu'il n'avait pas été en collectivité, donc il n'a pas réactivé des virus, donc vraiment... C'est un miracle. Ouais, c'est un miracle, honnêtement. Et puis il a gardé le sourire, même les médecins disaient, mais il est incroyable ce bébé, quoi. Il sourit tout le temps, on lui faisait une ponction lombaire, 10 minutes après il souriait, c'est assez incroyable. Et on a eu une chance folle parce que nous avons annoncé 6 mois et finalement après la greffe, 2 mois après la greffe, on nous a dit transfert à Montpellier. Donc on est rentré chez nous la veille de Noël. Trop beau. Et c'était inespéré. Pour moi c'était Noël à l'hôpital, c'était vraiment inespéré, quoi. Donc ouais, incroyable, vraiment incroyable. Et puis là le retour à la maison, à la fois c'est angoissant parce que tu dois respecter des règles d'hygiène. Les gens devaient venir avec un masque, une Charlotte, des surchaussures, une personne à la fois. Mais c'est toujours pas le retour à une vie complètement normale. Non, pas du tout. Et là, arrive le Covid. Donc, nous, ça nous arrangeait bien parce que du coup, tout le monde cloîtrait chez soi. On s'est dit, pas de virus pour nous. Nous, on désinfectait tout dans le garage avant de rentrer. Enfin, on était devenus un peu des psychopathes. Mais tu te dis, déjà que t'as un enfant en déficit immunitaire, où on nous avait dit une gastro peut le tuer, donc faut qu'il soit en contact avec aucun virus. Et là, on tombe Covid. Donc, on s'est dit, tout le monde est confiné. On est confiné chez nous. Notre enfant est malade, c'est très bien, quoi. Et puis, on avait toujours 2 ou 3 allers-retours à l'hôpital, des perfs d'immunoglobine. Enfin, il y avait beaucoup d'hospitalisation, quoi. Et puis, on a été après hospitalisés au moindre truc. En fait, au moindre virus, on était hospitalisés. Ça a été un parcours du combattant. Et là, en fait, après, il y a eu au bout de 2 ans, il y a eu une rémission, comme un peu un cancer, en fait. On parle de rémission. Normalement, il n'y a pas de risque, enfin, il y a peu de risques de récidive, quoi. Les greffes de l'époque étaient moins performantes, donc il y avait des récidives. Aujourd'hui, franchement, normalement, tout se passera bien. Il a un contrôle 1 fois par an, un équerre. Et de cette période-là, aujourd'hui, qu'est-ce que t'en retiens ? De cette période, c'est compliqué. J'en retiens une force que j'ai trouvée en moi que je pensais pas avoir. Ouais, honnêtement, je savais que j'étais forte, résiliente, parce qu'en fait, j'avais déjà eu une enfance compliquée, des épreuves de vie. Donc, je savais quand même que j'avais ça en moi, mais pas à ce point, quoi. Je me suis dit, waouh. Et même, je m'en souviens, la psychologue de Necker m'avait dit, vous savez, je me fais aucun souci pour vous, quoi. Alors, c'est pas du tout pour rabaisser les autres, mais voilà, il y avait des mamans qui avaient besoin d'aide médicamenteuse. Mais t'as pas eu un contre-coup ? Alors si, pendant, voilà, j'ai très bien géré, ça s'est très bien passé. Et par contre, retour à la maison, j'ai eu un gros contre-coup où j'ai beaucoup pleuré. Ça a été dur, ouais. Ça a été dur parce que j'ai relâché, en fait. Je pense que j'ai relâché et là,
J'étais en mode survie, j'ai relâché, et là, je me suis pris en pleine face. Je me suis dit, mais mon Dieu, quoi. Mais mon Dieu, ce qu'on a vu. Ouais, c'est waouh. Et pour le couple aussi, parce qu'on se voyait plus, en fait, on se croisait dans les couloirs de l'hôpital. Il y a plus de couple. Il y a plus de couple, quoi. Donc, puis tu gères pas la chose de la même manière. Tu gères pas le trauma de la même manière. Il y en a qui ont besoin de parler, il y en a qui ont besoin de s'en replier sur eux. Enfin, on l'a pas vécu de la même manière. Et je suppose qu'il y a aussi un retour à la vie normale qui est encore plus apprécié parce que c'est quelque chose que vous avez failli perdre aussi. Ouais. T'as encore la tête dedans pendant longtemps, donc c'est assez particulier. Mais après coup, oui, la vie qui a une autre saveur, quoi. Se dire, en fait, on a de la chance. Bon, j'en avais déjà conscience, honnêtement. J'en avais déjà conscience que j'avais de la chance d'être en bonne santé, que j'en tirais toujours du positif, j'ai eu des épreuves, mais ça m'a apporté ça, ça m'a apporté ça. Mais là, encore plus, de me dire, la vie, elle est tellement précieuse, tout le reste, c'est futile, quoi. La santé, mais la santé, si t'as pas la santé, t'as rien. T'as beau avoir plein d'argent, faire plein de voyages, tout ce que tu veux, mais si t'as pas la santé, t'as plus rien. Donc encore plus, quoi. Et ouais, après, on a profité, on a vraiment profité. Et puis, vous avez fait un deuxième enfant. Et voilà, et après ça, c'était un peu de la survie aussi. Moi, j'ai ressenti ça, c'était vraiment de la survie. J'ai dit, non, mais il faut qu'on ait un deuxième enfant pour vivre ce qu'on n'a pas vécu. C'est pas du tout au cas où pour le remplacer ou quoi que ce soit, pas du tout. C'était de dire, non, mais en fait, la maladie m'a volé la première année d'enfant où tout le monde dit, ouah, la première année, ça fait il y a tellement d'acquisitions, tellement de moments magiques. Et moi, ma première année, je l'ai vu faire son premier 4 pattes à l'hôpital dans le lit. Clairement, la première année a été traumatisante pour moi. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours pas réussi à faire l'album de photos. Je peux pas. J'ouvre les photos, je pleure. Je peux pas. C'est, au quotidien, ça va parce que je le mets de côté. J'ai revu un thérapeute et tout ça, donc, je le vis bien au quotidien, mais si je regarde les photos et tout, c'est trop violent, quoi. J'ai pas envie, en fait. Et ce sera toujours beaucoup trop violent. Ouais, je pense, ouais. Et du coup, je me suis dit, je ressens que je veux... On voulait 2 enfants, j'ai dit, là, c'est tout de suite, en fait. Tu l'as senti dans ta trip. Dès le retour à la maison, j'ai dit, bon, heureusement, ça a mis 1 an, parce que ça aurait été chaud aussi. Et j'ai tombé enceinte, et là, il a fallu faire les tests génétiques. Donc, on m'a fait une biopsie du trophoblast à 10 ou 12 semaines, je sais plus. Pour vérifier un peu avant 8 semaines. Le bébé n'est pas la même. Voilà, et j'ai eu les résultats à 14 semaines. Donc, sinon, j'aurais dû faire un avortement par voie basse. Donc, il y avait encore quand même une petite inquiétude lors de cette grossesse. Mais ça, pour le coup, moi, j'étais inquiète et je faisais comme si j'étais pas enceinte. Et Samy lui disait, non, mais tout ira bien, tout ira bien. Et toi, tu sentais que tout allait bien? Ah non, pas du tout. Non. J'étais en fait j'étais dans un truc, ah ouais, trop bien, et en même temps non, mais je suis pas enceinte, quoi. Je suis pas enceinte parce que si tu dois, j'avais dit à Samy, si je dois avorter, je le ferai qu'une fois parce que je pourrais pas le supporter 2 fois, quoi. Après, on fait une FIV DPI, donc FIV DPI, c'est avec les tests génétiques pour faire une FIV avec un embryon en bonne santé, quoi. J'ai dit, on fait un essai naturel et finalement, elle était même pas porteuse. Il y avait une chance sur 4, enfin un risque sur 4 qu'elle soit malade, 2 risques sur 4 qu'elle soit porteuse mais saine, et une chance qu'elle soit même pas porteuse. Et elle est même pas porteuse. Et donc là, par contre, j'ai vraiment été sereine. Je me suis dit, je vais profiter à fond de cette grossesse. Je me suis dit, du coup, je veux m'éloigner du médical parce que ça a été génial. Ils nous ont sauvé la vie de mon enfant, mais en fait, là, c'est une grossesse tout à fait normale et j'ai envie de me reconnecter à un truc beaucoup plus naturel, quoi. Et donc, c'est à 6 mois que j'ai pris la décision de faire un accouchement à domicile. Je dis j'ai pris la décision parce que j'ai vraiment pris la décision toute seule. Et quand j'en ai parlé à mon chéri, il m'a dit, mais ça va pas. Et il m'a dit, mais tu vas mourir et notre bébé aussi. Tu vas te vider de ton sang. J'ai dit, ok. C'est hyper bienveillant. Mais voilà, donc il a fallu qu'il rencontre mes sages-femmes à domicile, qu'il voit que c'était très carré. Pour remettre un peu de contexte, tu as décidé d'accoucher à domicile pour ton deuxième enfant, qui est donc une fille, qui est Ava. Et cette décision-là, tu la prends au 6e mois de grossesse, suite à des lectures, suite à des prises de conscience. En fait, j'avais déjà eu ça comme projet pour le premier, mais là vraiment, je me suis dit waouh, j'ai pris conscience aussi de l'état actuel du système hospitalier et des cliniques. En fait, les sages-femmes, elles ont 5 femmes en travail pour une sage-femme. Elles n'ont pas la capacité, en fait, de rester, de tenir la main, d'accompagner, de masser, de rassurer. Enfin, c'est pas possible pour elles, quoi. Donc, j'ai dit, même si elles y mettent de la bonne volonté, elles pourront pas m'accompagner correctement, comme je le veux, pour ce projet. Et c'est hyper important d'être accompagné quand on a ce projet-là. Enfin, il y a des femmes qui arrivent à le faire sans. C'est un souhait pour elles.
Mais moi, je sentais que j'avais besoin d'être entourée, enveloppée, quoi. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, ça va pas, on va pas respecter mon projet. Même si les gens essaient, ils y arriveront pas. Il y a rien qui va, le contexte n'est pas fait pour. On va me dire que la salle physio, j'ai pas accès. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Et donc, j'en ai parlé à ma sage-femme qui était assez ouverte, qui m'a dit, j'ai des contacts de sages-femmes qui font ça. Et c'était sur le fil parce que c'était un peu tardif dans ma grossesse, quoi. Normalement, on les contacte vraiment au début de la grossesse. Avant, d'accord. Ouais. Et elles ont accepté. Donc c'est parce que tu étais aussi suivie par un gynéco qui t'a dit que ce n'est pas une grossesse à risque. Oui, voilà. Oui, complètement. Et donc, toi, t'as pris cette décision après de... J'avais suivi sage-femme et suivi gynéco, parce que vu qu'il y a quand même le truc de maladie et tout, je me suis dit, les petites échos, gynéco, ça me rassure quand même. Et la sage-femme pour une préparation beaucoup plus naturelle, en me disant, en fait, il n'y a pas de pathologie, j'ai pas besoin d'être médicalisée. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de me dire, en fait, tout va bien, pourquoi pas, quoi. Alors, il y a eu la sage-femme, mais tu t'es aussi énormément documentée, tu as énormément lu. Je crois que tu as même suivi quelques formations en ligne. Oui, j'ai fait une formation, un accompagnement en ligne. Et petit clin d'œil à Clémentine Sarlat, parce que c'est aussi ces récits d'accouchement à domicile qui m'ont découvrir, qui m'ont carrément fait découvrir, parce que je savais même pas que ça existait en fait avant. Et je me suis dit, en fait, ça peut être trop bien. Et là, je me suis renseignée, j'ai découvert un autre monde. Je me suis dit, mais c'est fou en fait, pourquoi on m'a jamais parlé de ça pourquoi on nous cache tout ça, quoi? Parce que certes, ça correspond pas à toutes les femmes, mais il faudrait que chacune puisse savoir que ça existe. Oui. Parce que quand tu sais pas que ça existe, forcément tu peux pas faire le choix d'y aller ou non. Mais en tout cas, pourquoi on ne sait pas, pourquoi on m'a jamais dit, tu peux accoucher en plateau technique, tu peux accoucher en besoin de sang, on te propose rien, quoi. C'est la matière et tu rentres sur un circuit qu'on a réfléchi pour toi, quoi, pensé pour toi, sans prendre en compte ta diversité, parce que chaque femme a une histoire différente, a des souhaits différents, a des besoins différents. Et qu'est-ce qui te donne envie de sauter le pas, justement? Alors oui, il y avait cette historique de ton premier accouchement qui était assez médicalisé, un accompagnement qui aurait pu être mieux. Mais qu'est-ce qui t'a, en t'enrichissant de livres, de témoignages, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de te faire confiance pour ce projet-là? Tu vois, qu'est-ce qui a été vraiment moteur? Qu'est-ce que tu as appris, par exemple, que tu ne savais pas avant sur cet accouchement? Je pense vraiment la physiologie, quoi, le respect de la physiologie, qu'est-ce qui fait que la physiologie est là, quoi. Donc l'environnement, tout ce qu'on peut mettre en place pour que l'accouchement se passe bien. Voilà, alors ce n'est pas du 100%, parce que l'accouchement c'est un événement imprévisible, donc même quand on a tout mis en place sur une grossesse physiologique, il y a un faible pourcentage que ça se passe mal. Oui, de cas que ça se passe mal. Alors, il y a rarement moi, elles ont beaucoup d'expérience, mes sages-femmes, et elles sont très carrées. Donc, elles vont vraiment accompagner que des femmes qui ont des critères qu'elles ont définis elles-mêmes. C'est très carré. Et s'il y a quoi que ce soit pendant la grossesse, hop, elles redirigent et c'est un accouchement en structure. Donc, c'est très, très carré. Donc, c'est sûr qu'on s'enlève déjà un pourcentage de complications. Mais il peut toujours se passer quelque chose. Il n'y a rien de dramatique parce qu'elles ont aussi une connaissance, elles observent la femme, elles connaissent la femme, parce que d'avoir un suivi global, c'est-à-dire une sage-femme qui te suit de A à Z, la sage-femme te connaît. Donc le jour J, elle sait aussi tes réactions, elle arrive à voir tout ça. Et souvent, elle voit pendant l'accouchement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elle transfère. Elle préfère par précaution transférer que attendre qu'il y ait une complication. Mais tout ça, elle le voit. Ton changement de comportement, d'attitude, elle le voit. Et moi, je me suis dit, en fait, pourquoi, si je respecte tout, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et puis, si ça se passe pas bien, j'ai des sages-femmes avec moi. Et puis, elles ont du matériel de premier secours, elles ont de l'expérience, et puis, il y a le transfert. Enfin, c'est ok, quoi. Alors oui, t'as une perte de chance pendant le transfert, mais elles transfèrent jamais au dernier moment. Donc, en fait, c'est ok, quoi. Elles englobent le transfert dans leur manière de pratiquer. Mais toi, tu m'avais appris plein de choses, comme par exemple la lumière. Une lumière artificielle ne peut pas favoriser notre corps à développer certaines hormones qui vont permettre, je crois, à ce que l'accouchement se passe dans de bonnes conditions. Mais ça fait partie de l'environnement. Donc, il y a pas que la lumière, mais la lumière, ça en fait partie. Oui, il y a... que en fait l'accouchement c'est vraiment on décide pas d'avoir des contractions, c'est pas quelque chose de mental. Donc c'est au contraire, plus on va mettre le mental de côté, plus le corps va bien fonctionner. Et donc une forte lumière, c'est hormonal et ça amène des hormones en fait de stress, d'adrénaline qui sont, comment on appelle ça, oh mince, d'habitude j'ai le mot,
qui ne sont pas compatibles avec l'ocytocine, qui est, elle, l'hormone de l'amour. En fait, quand on fait l'amour, par exemple, on dégage de l'ocytocine. Et quand on accouche, c'est l'ocytocine qui fait les contractions et qui fait que le col se dilate et que l'accouchement se produit. Et quand on a trop de stress, l'ocytocine disparaît. C'est une hormone qui est très timide. Donc déjà, quand on nous pose trop de questions, on nous fait trop réfléchir, qu'il y a beaucoup de lumière, qu'il y a de la peur parce qu'il y a un climat un peu anxiogène, et tout ça fait disparaître l'ocytocine. Ce qui fait qu'on entrave en fait le bon déroulé de l'accouchement. Donc, mettre toutes les conditions de l'environnement, ça fait pas que l'accouchement va se passer en 2 heures. C'est pas ça. En fait, on vend pas un accouchement de rêve, ça n'existe pas. Par contre, plus tu mets en place tout ça, mieux ça se passera. Et moins il y aura de complications. Et ça va jusqu'à même après la délivrance du placenta. Il y a des études qui prouvent que, en fait, si on a son bébé sur soi en peau à peau, on dégage de l'ocytocine. C'est l'ocytocine qui va amener les contractions du placenta et qui va faire qu'on a une bonne délivrance du placenta. Alors que si on sépare la mère du bébé et qu'en plus on regarde l'heure en disant on lui laisse 10 minutes, au bout de 10 minutes, on va faire une révision utérine, en fait, il n'y a rien qui va parce qu'elle va stresser et que du coup, elle n'aura pas l'hormone de l'ocytocine pour délivrer correctement son placenta. Donc, il y a plein d'études en plus qui le montrent ça, mais il y a beaucoup de gens qui l'ignorent encore et même certains soignants en fait aussi. Ouais. Et peut-être pas aussi conscients de nos propres capacités. Exactement. Je pense qu'il y a aussi tout ce truc de patriarcat où on veut nous faire croire qu'on n'est pas capable et qu'on a besoin d'un homme ou de quelqu'un pour nous aider. Et c'est dans les médias aussi. Ou que l'autre c'est mieux que nous aussi. Oui, voilà, dans les médias, l'homme a accouché sa femme. Mais non, en fait, la femme, il n'y aurait pas eu l'homme, elle aurait accouché quand même, quoi. Alors après, certes, j'en avais parlé avec un gynécologue de Montpellier qui est passionnant et qui avait dit, après, c'est le vécu qui change. Parce que lui, il dit, la femme, si je ferme la porte et que je reviens 10 heures après, dans tous les cas, elle aura accouché. Après... comment elle l'a vécu, ça c'est différent. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner chaque femme de manière personnalisée, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes angoisses, pas toutes les mêmes peurs, pas toutes les mêmes passés. Pas tous les mêmes corps. Pas tous les mêmes corps. Et donc voilà, c'est du personnalisé. Mais ce qu'il faut, peu importe le choix de la femme, c'est lui redonner confiance, la rassurer et dire qu'elle est capable en fait. Même si son choix n'est pas d'un accouchement physiologique, c'est ok. Mais faut pas utiliser la peur en fait pour que les femmes fassent des choix par peur, ça c'est triste quoi. Faut qu'elles fassent des choix en conscience par rapport aux informations qu'elles ont et aux informations fiables quoi, pas infantilisantes, pas erronées, pas de menaces, et c'est malheureusement une réalité aujourd'hui. Et comment se passe ton accouchement justement chez toi ? Si tu peux nous décrire ce que tu as ressenti, ce que ça t'a permis de comprendre vis-à-vis de tes propres forces justement et tes propres capacités, et même ta connexion avec ton bébé, ce qui a changé par rapport à ton premier accouchement. Moi l'accouchement il s'est super bien passé. En fait le matin j'ai perdu mon bouchon muqueux. Bon, celles qui connaissent pas vont se dire qu'est-ce que c'est, mais bon ça peut être un signe, surtout sur un 2e ou 3e enfant, c'est un signe d'un accouchement un peu imminent. Ouais. Donc moi le matin déjà je me suis dit je suis sûre que c'est cette nuit, enfin je le savais quoi. On est à la plage, on a fait comme si de rien n'était. Et vers 16h, j'étais en famille, parce que c'était l'été, c'était le 6 août, et je commençais à avoir des contractions donc j'ai reconnu tout de suite. Moi, j'ai jamais eu de contractions de pré-travail, quoi. J'ai toujours eu la contraction et le travail qui commence. Et puis, je rentre à la maison, je dis à ma mère, c'est pour cette nuit, parce que c'était prévu qu'elle vienne, on avait donc le petit studio, et qu'elle vienne récupérer mon fils si ça le réveille, parce que sa femme m'a dit, il y a moyen que tu cries, que tu vocalises, quoi. Elle m'a dit, si on arrive sur le parking, on t'entend crier, on sait à peu près à quelle salle. J'étais là, du parking, d'accord, ok, je vais peut-être prévenir les voisins, là. Et donc, je dis à ma mère, ce sera pour cette nuit. Je le savais, quoi. Et 22h, je perce la poche des os, donc au-dessus des toilettes, en plus, nickel. Et je préviens ma sage-femme, parce que je me dis, je vais pas l'appeler en pleine nuit, donc je la préviens, j'envoie un petit texto en disant, ce sera pour cette nuit, quoi, tiens-toi prête. Elle habitait juste à côté. Et sur les 2 sages-femmes, il y en a une qui vient d'abord, elle travaille en binôme, il y en a une qui vient d'abord, et puis l'autre, elle arrive quand le travail s'accélère. Donc elles sont 2 ? Elles sont 2. Et là, elles étaient 3, parce qu'il y avait aussi mon ostéopathe qui venait d'être sage-femme, et elle avait envie d'être présente à un accouchement. Wow. Alors, il y a Michel Audin qui a un C'était payant l'entrée ou pas ? Justement, j'allais te dire, normalement, c'est pas conseillé d'avoir autant de monde, pour le respect de la physiologie, mais bon, moi, j'étais en confiance, je la connaissais bien, et je savais que ça allait pas me déranger, en fait. D'accord. Et donc d'abord, il n'y a qu'une sage-femme que j'ai prévenue. Je fais mon travail, je marche dans la rue, je monte des marches. Enfin vraiment, je me suis dit, tant que je peux, je marche pour faire descendre bébé et pour que ça se passe bien, quoi. Et donc à minuit, par contre, je commence à
à me mettre à quatre pattes et je bouge plus, quoi. À minuit, j'arrive plus à marcher, c'est vraiment très intense, je parle plus. Et tu te mets à quatre pattes parce que c'est la position qui est C'est la seule qui me soulage. Voilà. Les autres, horribles, genre par exemple sur le dos, horrible. Je me dis, mais jamais j'aurais pu accoucher sur le dos. Enfin, horrible. J'ai l'impression qu'on me... Contre nature. Ah ouais, non, c'était atroce. Donc il y avait que le ventre en avant à quatre pattes et là je gérais bien, j'étais dans ma bulle. Et vers 1h30 du matin, j'ai dit à mon chéri, appelle, qu'elle vienne. Je sentais que j'avais besoin. Et justement, Samy, à ce moment-là, quelle position il va avoir enfin, quel rôle il va avoir dans l'accouchement? Je crois que tu m'avais dit une fois que lors de ton premier accouchement, tu disais, bon, en gros, il était là, mais bon, c'est moi qui faisais le boulot, alors que le deuxième... Il était là, mais il servait à rien. Tu es plus direct que moi. Ah ouais, non, mais il était à côté de ma tête, je me souviens d'une image où il est à côté de ma tête, puis d'un coup, je le vois plus. Et en fait, il y a une sage-femme qui lui amène un fauteuil, tu vois. Et je me suis dit, mais... c'est une blague, quoi. Je suis là, je suis en train d'accoucher, le gars, il va faire un malaise. En plus, il est médecin. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Après, il m'a dit, oui, mais c'était l'émotion. Ouais, d'accord. Donc, non, vraiment, franchement, il m'a mis du spray sur la tête et voilà, il le répétait là. Enfin, j'étais contente qu'il soit là, mais en gros, ça n'a pas été un grand soutien, quoi. Alors que là, c'était mon repère, j'avais besoin qu'il soit à côté. Je voulais même pas qu'il parte, j'avais besoin qu'il soit à côté. Il me tenait, je me tenais à son cou. Il me faisait boire de l'eau à la paille, il me susurrait des mots doux, il a été d'un grand soutien parce que je lui avais fait voir en plus une ou deux vidéos de mon programme en ligne là, qui disait le rôle du papa et qu'en fait il a vraiment un rôle de soutien, d'entraide, et donc il avait retenu certaines phrases et il me les redisait, ça m'a vachement aidé, quoi. Wow. Et ouais, c'était vraiment un Trop pilier. beau. Ouais, j'avais besoin que ça à côté, quoi. Dès qu'il partait, je disais mais il est où, ça me perturbait. Et donc après, ma sage-femme est arrivée vers 2h et elle m'a proposé de me faire un toucher vaginal. J'ai accepté et elle voulait pas me dire... Enfin, moi, je voulais pas qu'elle me le dise, en fait. Je voulais pas savoir à combien j'étais. Et elle a dit à mon chéri, je l'ai su après coup, j'étais déjà à 7, en fait. J'avais fait tout le travail jusqu'à 7, toute seule. Et là, ça a été super vite, quoi, puisque ma fille, elle est née à 5h du matin. J'ai été un peu dans une piscine. J'avais mis une piscine, mais c'était assez rigolo parce que je voulais pas de piscine. Puis d'un coup, j'ai dit, je veux être dans l'eau. Et donc là, ils ont rempli la piscine, mais il y avait genre 20 cm d'eau. Je me suis jetée dedans alors qu'il n'y avait rien. Donc elles ont pris des bols pour essayer de me mettre de l'eau sur le corps parce que c'est n'importe quoi. C'était assez cocasse. Mais t'as accouché où, sur le canapé, non? Et après, je suis sortie parce que c'était long dans l'eau. Je sentais vraiment que j'étais en phase de pousser parce que tu le sens, ça se transforme, les contractions. Et en même temps, ça sortait pas, quoi. J'avais la tête qui avançait, qui reculait, qui avançait, qui reculait. Je me disais, mais j'avais pas lu ça dans mes livres. Enfin, et tu souffrais, ça faisait mal? Non. Enfin, oui, ça faisait mal. C'est hyper intense. Je peux pas dire que ça fait pas mal. Mais c'était vraiment pas une souffrance. Et à aucun moment, il y a juste en rigolant, je leur ai dit, mais pourquoi je fais ça? Enfin, pourquoi j'ai fait ce choix, quoi? Tu vois, où vraiment, je me disais, je me regardais, tu vois, d'en haut, je me disais, je suis là, dans mon salon. J'ai mal, c'est quoi le sens? Enfin, tu vois, j'avais un peu perdu le truc, quoi. Pourquoi je m'affiche ça? Pourquoi je suis allée aussi loin? Et en fait, non, ça faisait mal. Et en même temps, juste après la contraction, t'as un shoot d'hormones. C'est de la drogue, quoi. Je planais, je suis là, trop bien. C'est comme une drogue. Ouais, parce que t'as l'endorphine, c'est de la morphine naturelle. Donc, t'es shooté complet. Donc, en fait, j'avais très mal. Et après, c'est trop bon. Donc, ça passait très bien, quoi. Et c'est des contractions qui étaient pas provoquées par un déclenchement. Donc ça faisait 1 minute de contraction, 2 minutes de pause ou 3 minutes de pause même. 1 minute de contraction et ça redescendait. Donc je savais que j'avais tout le temps ma pause derrière. Ce qui n'était pas du tout le cas la première fois. La première fois, il n'y avait pas de pause, c'était anarchique. Et là, nickel. Et à un moment, je me suis dit, je sors de la piscine, je suis allée sur le canapé et là, franchement, ça s'est accéléré. Et j'ai senti une contraction qui s'est pas arrêtée. Je vais, tu vois, elle s'est pas arrêtée et bam, la tête qui est sortie. Wow. Et là, j'avais prévenu mon chéri, j'avais dit, tu sais, au début, la tête, elle va être violette et il va rien se passer, en fait. Et t'inquiète pas, elle va bien, quoi. Il y a le cordon, elle est oxygénée par le cordon. Donc, même si elle reste comme ça, ça va bien. Et effectivement, il s'est passé un certain temps avant l'autre contraction. Tu vois, et c'est normal, en fait. On cherche pas à tirer le bébé, c'est normal. D'accord. Donc, la tête sort. La tête sort, elle reste là, il se passe un temps. Et toi, pendant ce temps-là? Bah, t'attends. Et Moi, je suis sur un ballon, sur le canapé, sur un ballon, comme ça, le ventre en avant, et puis t'attends. Et puis à un moment, la sage-femme, je pense que ça commençait à être peut-être un peu long, et elle m'a juste suggéré de mettre une jambe, une jambe en l'air, tu sais, de me mettre sur le pied. Là, j'étais sur les genoux, il y a une jambe que j'ai mis mon pied, et là, pouf, ça a glissé, elle l'a réceptionné, quoi. Hop, elle a réceptionné Ava qui avait glissé, et là, j'étais euphorique, mais quand je dis euphorique, je disais, ma fille, assez puissante. Ah ouais. Et puis Samy qui pleurait, qui avait les larmes aux yeux, c'était juste dingue. Et dans la pénombre avec des petites bougies, je crois qu'on avait une petite musique de fond, la chaleur, il faisait de faire 38 degrés dans la pièce. Trop beau.
Et tu vois, les sages-femmes, je les ai même pas captées. Enfin, je sais juste que des fois, elle m'appuyait en bas du dos. Mais en fait, elle est tellement perchée avec toutes les hormones que... Naturellement. Ah ouais, je savais pas ce qui se passait dans la pièce. J'étais pas là, quoi. Et par contre, ah ouais, l'atterrissage, je l'ai mis sur mon ventre. Le cordon était très court, donc elle pouvait pas être plus haut que mon nombril, tu vois. Et j'étais, mais... je dis, mais c'est dingue, quoi. Et l'amour, mais puissance 10 000. Pourtant, mon premier, j'ai eu ce truc d'amour, hein. Mais alors là, puissance 10 000. J'ai dit, mais waouh. Le cocktail hormonal que tu te prends, c'est dingue. Et après, tu vas te coucher ? Et après, non, parce qu'après, figure-toi qu'il y a le placenta. Elle dit, oui. Donc après, c'est pas fini. J'ai fait beaucoup de peau à peau. Et au bout de... On a arrêté que le cordon cesse de battre et soit totalement blanc, que tout le sang soit passé dans le corps du bébé. Donc ça a mis beaucoup de temps, je pense 40 minutes. Faut mettre pas mal de bâches, non ? Ouais, j'avais mis bâche, drap. Ouais, il y a eu du sang. J'avoue qu'il y a eu du sang, surtout que la suite, je vais te dire. On a arrêté, on a attendu, on a coupé le cordon. Papa a coupé le cordon. Il a pris Ava en peau à peau, avec un petit plaid et tout. Et là, moi, il a fallu que je délivre le placenta. Elles m'ont fait une injection d'ocytocine de synthèse avec mon accord parce que j'ai des règles hémorragiques avec l'endométriose et il y avait quand même un risque d'hémorragie que j'avais pas fait la première fois, mais la première fois j'avais eu l'ocytocine de synthèse. Et donc là, je dis oui, faites-moi l'ocytocine de synthèse. Donc elles m'ont fait au moment du passage des épaules, elles m'ont fait une piqûre dans la fesse. Et elles m'ont dit, maintenant, j'ai les contractions qui sont arrivées, on va faire la délivrance du placenta. Et là, en fait, j'ai eu les contractions, j'étais accroupie. Et je sens un truc énorme tomber. En fait, je comprends qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Je sens une espèce de latence, là. Elle fait un signe. Tu perçois dans l'atmosphère. Ouais, je le sens en fait. Ouais. Déjà moi, quand je vois ce qui tombe entre mes jambes, je me dis il y a un problème. Et pourtant je suis pas du genre stressée, hein, mais là je sens, elle fait un signe pour préparer de l'ocytocine de synthèse. Donc je comprends, l'ocytocine de synthèse c'est en cas d'hémorragie. Donc je comprends qu'il y a un truc. Et là, mais plein de sang, des caillots énormes. Et je me dis mais c'est vraiment pas ce qui aurait dû se passer, tu vois. Et je saignais beaucoup. Alors ça va paraître totalement perché, mais toi qui es en hypnose, tu sais à quel point le mental est puissant. Et elle me dit, imagine un robinet qui se ferme. Tu fermes les yeux là, et t'imagines un robinet qui se ferme. Donc je ferme les yeux, j'imagine un robinet qui se ferme. Donc t'es en pleine hémorragie, et elle te dit, imagine un robinet qui se ferme. Ouais, je ferme les yeux, et là, plus aucun saignement. Elle a pas eu besoin de me faire une autre piqûre d'ocytocine de synthèse. Plus, rien. Et en fait, après, elle a quantifié et j'ai perdu 880 grammes de sang, millilitres, 80 grammes de sang, ce qui correspond à une hémorragie importante, puisque c'est à partir de 500, en France, parce qu'aux États-Unis c'est 1 litre, en France, à partir de 500, on dit que c'est une hémorragie. Moi j'ai perdu 880, autant te dire que j'aurais été à l'hôpital, ça aurait été la cohue, quoi. Ouais, hémorragie. Mais en fait, elles ont pas paniqué, elles ont été très discrètes, elles étaient compétentes, elles savaient très bien qu'il y avait un besoin. Et il y aurait pu avoir un transfert si ça s'était pas arrêté. J'aurais été dégoûtée d'ailleurs d'être transférée à ce moment-là. Mais elles le savaient, tu vois, elles étaient là. Et en fait, elles ont pas paniqué, elles ont rien laissé transparaître. Et du coup, moi, j'ai pas paniqué non plus. Et ça s'est très bien passé. Et puis sinon, j'aurais été transférée. Mais en fait, l'hémorragie où tu te vides de ton sang et tu meurs, ça arrive pas quand tu as respecté la physiologie. C'est un truc mais extrêmement rare. Ça arrive quand, par exemple, t'accouches sous péri, qu'on te met de l'ocytocine de synthèse pendant l'accouchement, pas après, pendant, ça augmente jusqu'à 5 fois le risque d'hémorragie. Donc en fait, tu as 5 fois plus de risque de faire une hémorragie, et une hémorragie, du coup, plus importante. Donc en fait, elles le savent. L'hémorragie où tu te vides comme ça, il y a des critères avant, en fait. Il y a des facteurs d'alerte avant. Et donc moi, voilà, ça s'est arrêté. Je me suis allongée, je suis restée avec mon bébé, et là, je suis restée au lit, je suis restée dans le canapé du salon, je pense, pendant 3-4 jours, et tu fais rien, t'es juste là, à pouponner. Mais mon chéri s'occupait du grand, il y avait aussi ma mère, il y avait aussi la famille, c'était trop bien. J'ai eu la visite des gens chez moi, mais en même temps, j'avais dit pas trop d'un coup, tu vois. Et t'as le confort, tu vas prendre ta douche, ton chéri fait ses petits plats. Ah ouais, non mais ça, c'est surtout ça, je crois que c'est un luxe, mais un truc de fou. Vraiment. Et après. Je me souviens de toi aussi. Alors, déjà, au niveau de ton visage, c'était assez impressionnant parce que t'étais vraiment resplendissante. Tu vois, t'avais pas cette tête de fatiguée où on peut voir quand même certaines femmes après des accouchements qui sont clairement épuisées. Et c'était tellement naturel pour toi. Et tu vois, t'avais quand même une forme que je trouvais assez olympique après un accouchement.
Ouais, c'est vrai que j'ai été en forme, beaucoup plus en forme que le premier, et tout de suite, j'aurais eu l'énergie de faire plein de trucs, quoi. D'ailleurs, j'étais là, c'était un peu le bazar chez moi, je me disais, oh là là, j'aurais tellement aimé me lever et tout ranger. Je suis un peu maniaque sur les bords, tu sais, et mon chéri est un peu dépassé forcément, parce que le grand a eu un changement de comportement, beaucoup de colère, donc c'était pas facile à gérer. Il devait gérer toute l'intendance toute seule, donc bon, c'était peut-être pas comme j'aurais géré moi. Et je me disais, oh, j'aimerais bien l'aider, mais en fait, non, il fallait que je reste allongée, mais j'étais trop en forme. Ouais, et j'ai eu un mini baby blues, tu sais. Pour le premier, je l'ai vraiment eu une semaine. Là, j'ai pleuré 2 jours parce que mon premier était un peu dur avec moi, parce que voilà, ça a été compliqué pour lui. Mais non, trop bien, vraiment trop bien. Si c'était à refaire, je le referais 100 fois. D'ailleurs, je me dis, j'ai limite plus de mal à me dire que je vais faire le deuil, mais pour l'accouchement, tu vois. Je me dis, d'un 3e enfant, je serais capable de faire un 3e enfant juste pour l'accouchement. Tellement non, voilà. Non, parce qu'après il y a toute la suite. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui adorent leur grossesse. Moi j'ai adoré être enceinte, mais l'accouchement, et ça paraît dingue de dire ça, enfin les gens ne comprennent pas, parce que pour la plupart des gens, l'accouchement c'est un passage horrible, voilà, t'as mal, tu souffres, c'est horrible, mais bon, il faut bien le sortir. Mais c'est tellement plus que ça en fait. Et ça a réveillé aussi chez toi une vocation, ouais. Puisque aujourd'hui tu es photographe plutôt autour de la maternité et des familles, mais tu es aussi doula, tu es co-réalisatrice d'un documentaire qui est assez exceptionnel sur justement les naissances respectées. Et tu le vois comment aujourd'hui ton avenir justement, qu'est-ce que ça continue de réveiller chez toi ? Alors, c'est devenu vraiment une passion. Des fois, j'ai l'impression d'être chiante dans les soirées, parce que je dis à mon chéri, je crois que je les saoule, les gens. Parce qu'en fait, Et peut-être que tu les saoules. Ouais, sûrement que je les saoule, surtout ceux que ça intéresse pas, mais parce que j'adore ça, quoi. Ça me passionne. Je lis, je m'informe, j'écoute des podcasts, j'adore ça. Et je continue dans ma pratique, et je vois tout le bien que ça peut faire au couple d'être accompagné par une doula, d'avoir de l'information, d'être respecté, d'avoir quelqu'un de non jugeant, de bienveillant. Ça change tout, quoi. Ça change tout. Ils le vivent tellement mieux après. Là, j'ai accompagné des couples, c'était trop beau, quoi, que j'ai accompagné dans un projet de naissance physiologique, mais qui était un projet, voilà, comme ça, quoi, pour essayer. Et en fait, ils ont tellement cheminé, ils ont vécu un accouchement physiologique, et ça a tout changé dans le couple même. C'était un jeune couple. Et ils te le disent en pleurant. Enfin, le conjoint, là, il avait les larmes aux yeux, du coup, il a changé de pièce, parce que, tu vois, c'était... Et je me suis dit, waouh, ils auraient jamais vécu ça avec un... Alors, chacun son choix, mais c'est vrai que dans un accouchement très médicalisé, le conjoint, il a plus de mal à trouver sa place, parce que il n'a pas vraiment d'utilité, en fait. Et donc, il partage pas ça. Alors que là, un conjoint qui est dans un accouchement physio, il va masser, tenir la main, rassurer, encourager. Il a vraiment un rôle hyper important. Aussi ouais. l'environnement. Ouais, exactement. Il protégeait l'environnement de la femme qui accouche. Et du coup, il est totalement impliqué, et ça se voit, en fait. Ça se voit dans les couples, quoi. Il n'est pas à côté. Ils sont ensemble. C'est pas juste spectateur de je regarde ma femme qui accouche, quoi. Et ouais, et du coup, je suis convaincue du bienfait de mes accompagnements en tant que doula. Je trouve ça dommage que ce métier soit souvent mal vu, parce que aussi, il y a des doulas qui sont plus que borderline et qui font du mal au métier, je pense, clairement. Parce qu'on est complémentaires des sages-femmes, et on pourrait travailler main dans la main. On apporte des choses totalement différentes. Nous, on apporte de l'émotionnel, du soutien. On est là pour écouter les coparents, pour écouter la future maman qui parfois a des traumas de l'enfance. Elles ont toutes des histoires, en fait. Ce ne sont pas que des femmes enceintes qu'il faut aider à accoucher. Bien sûr, il y a un vécu derrière. Ah ouais. Et puis il y a des études qui le prouvent, en fait. Le vécu a un impact sur l'accouchement aussi. Et l'accouchement, ce n'est pas qu'un accouchement le jour J. L'accouchement peut déterminer toute la suite. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que des femmes qui ont eu un accouchement traumatique, qui pourtant sur le papier peuvent être des accouchements lambda, elles ont un vécu traumatique. Et derrière, elles font une dépression du postpartum, où elles ont du mal à créer du lien avec leur bébé, où il y a un allaitement qui foire si elles voulaient allaiter. Il y a vraiment plein de choses qui se passent. Et des fois, il y a certaines femmes qui sont dans un déni et qui le réalisent beaucoup plus tard, et qui après ouvrent les yeux en se disant c'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu ça, c'est pour ça que derrière j'ai beaucoup fait garder mon bébé, j'ai eu du mal à m'en occuper. Voilà, c'est des exemples que je donne parce qu'il y a tellement de cas, mais et qui comprennent que finalement ce jour-là elles l'ont mal vécu,
parce qu'elles auraient aimé que ça se passe différemment, que on leur a dit telle phrase et que ça les a traumatisées, et ça peut prendre parfois beaucoup de temps avant d'ouvrir les yeux sur tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Heureusement, de ce milieu, il y a eu un grand changement les 10 dernières années, là, avec la libération de la parole de la femme aussi, le MeToo. Il y a beaucoup de structures qui font plein d'efforts et qui ont vraiment envie d'aller dans ce truc-là de respect des femmes. C'est pas le cas de toutes, et c'est pas le cas de tous les praticiens non plus. Voilà. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Moi, j'ai tout le temps aux femmes que j'accompagne, change en fait, va avoir un autre avis. Quand on te dit qu'il faut une césarienne programmée pour telle et telle raison, bah ok, mais va quand même demander à un autre gynécologue, et puis va voir si le feeling passe mieux. Parce que moi, je prône pas l'accouchement physiologique à tout prix en fait. Je prône par contre l'information sur la physiologie, ça oui. Je pense qu'il faut vraiment informer les femmes sur la physiologie de leur corps et comment ça se passe, la grossesse et l'accouchement, pour arrêter avec ces peurs-là de mon bébé va mourir et c'est horrible et je vais souffrir, parce que c'est pas du tout une réalité. Et après, une fois qu'elles sont informées, elles font leur choix en conscience. Donc moi, ouais, je prends ça, mais après, je respecte autant l'accouchement avec péri que la césarienne, que c'est le choix de chaque femme, c'est son chemin en fait. Et je suis persuadée qu'une femme qu'on va, entre guillemets, forcer ou convaincre d'accoucher à domicile, elle peut le vivre comme un événement traumatisant pour elle, quoi, parce que ça peut être traumatisant et ne pas du tout lui correspondre. Et donc aujourd'hui, donc, tu proposes des accompagnements. Est-ce que tu as d'autres projets autour de cet univers ? Alors, j'ai mon métier en tant que doula, j'ai mon métier en tant que photographe maternité, bon, ce qui est un peu lié parce que souvent... J'ai mon métier en tant que maman. Je suis aussi maman, ça me prend quand même pas mal de temps. Je fais aussi tout ce qui est autour du rebozo, donc serrage du bassin, rituel rebozo. J'ai créé une association où j'organise des événements autour de la parentalité. Je savais pas. Tu savais pas ? Non. Donc je fais des petits événements ponctuels pour les futures mamans, pour les jeunes mamans, pour les rassembler, pour créer du lien. J'ai pour la suite du documentaire, avec ma collègue avec qui j'ai co-réalisé, une de mes collègues avec qui j'ai co-réalisé, on va créer, là on se fait accompagner pour créer un programme d'accompagnement en ligne et en présentiel, avec sous forme de week-end, où on va vraiment proposer notre accompagnement de doula, mais en intense, quoi, sur 2 jours. Parce qu'on se dit, il y a tellement de connaissances à transmettre pour que les femmes, en fait, soient informées, fassent des choix en conscience, et un meilleur vécu, du coup, derrière. Baisser tout ce nombre de dépressions postpartum. Ouais, le partage à d'autres femmes, ce lien, en fait, recréer du lien, parce que le pire, c'est l'isolement. C'est terrible, en fait, pour les femmes d'être isolées. Donc, recréer ce lien et permettre aux femmes de reprendre le pouvoir, en fait, sur leur maternité. Et donc, il y a ça. Et après, là, je vais avoir un petit cabinet aussi pour me développer. Et puis, bon, j'ai plein d'autres projets en tête autour de la maternité, quoi. Mais ça chemine. Trop bien. Alors, je voudrais juste terminer ce podcast avec une phrase qui t'inspire, ou une citation qui t'inspire, ou peut-être une personne qui t'inspire aujourd'hui, pour résumer cet épisode, justement. Oh là là, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Moi, j'ai un truc... alors, je sais pas trop si ça répond à ce que tu attends, mais... J'attends rien. Pas de pression. Pour les parents et les mamans, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, que j'avais entendu un jour, je sais plus où d'ailleurs, mais de se dire que tout passe un jour. Ouais. Et c'est tellement vrai dans le domaine de la maternité. Les difficultés qu'on peut rencontrer, en fait, tout passe un jour, quoi. Parce que j'ai été au bout du rouleau, moi aussi, avec des nuits difficiles. Enfin, j'ai des enfants qui dorment très tard, pas à 9 mois, plus de 2 ans et demi. Et j'ai été désespérée, quoi, à chercher des solutions à tout prix, etc. Et je pense que je me suis encore plus épuisée à chercher des solutions et finalement c'est passé tout seul, quoi. Et donc se dire que on peut essayer de chercher des solutions, mais il faut pas non plus s'obstiner, et à un moment juste se dire ça finira par passer, quoi. Voilà, donc tout passe un jour. Je pense que c'est vraiment un truc à retenir en tant que parent. Tout passe un jour. C'est trop beau, ça. Merci. Merci à toi, Ariane.